la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque 3 semaines, les geekettes, c'est nous autres ça. On vous parle de culture populaire et de plein d'autres sujets, mais on jase aussi de plein d'autres affaires. Et oui, bienvenue à l'épisode 104 de la vie secrète des geekettes. 104, hey, que je dis là, 105 de la vie. Ça va trop vite, on est trop efficace, Martine. C'est pour ça. Écoute, aujourd'hui, on est un épisode de 50-50 masculin et féminin. Là. Oui, on a la parité ce soir. C'est ça, je cherche merci pour me dire les mots. Là. Aujourd'hui, il fait très chaud dans le studio et on a la parité. Alors, il y a moi, il y a moi-même, votre animatrice, Fanny Grégoire. Ensuite, il y a toi, Martine. Hey, salut Fanny. Allô Martine, comment ça va? Hey, ça va super bien. Tu veux-tu que je te dise de quoi que je parle ou tu veux faire le tour de table en premier? On pourrait faire un tour de table avant. Fantastique, bonsoir Fanny. Alors, aujourd'hui, on a un invité, M. Stéphane Berthomet. Salut. Bonjour Stéphane, on va te présenter tout de suite, comme ça, si les gens entendent ta magnifique voix de podcasteur. C'est gentil. Ils vont savoir qui est cette autre personne parmi les geekettes. Ben, peut-être, s'ils connaissent ma voix, ben, c'est pas évident. Oui, mais je vais revenir je vais te présenter à ton entrevue et tout. Il y a certaines personnes qui te connaissent parmi les podcasteurs, les auditeurs, les auditrices. Ben, en fait, non, c'est des gens qui écoutent des balados qui le connaissent probablement plus que ceux qui écoutent des podcasts. Oui. Un petit peu des podcasts quand même. Oui. En France. Oui. Ah, en France, effectivement. En France, c'est du podcast. Puis celui avec Claude Legault, si je me trompe pas, il est pas sur audio non plus. Claude Legault. Claude Legault, c'est un bon. C'est une bonne possibilité, mais c'est pas la bonne personne. Mais c'est une option. Non, c'est monsieur. J'ai Claude Dubois en tête. C'est Claude Poirier. C'est pas ça. Claude Poirier, merci. J'ai appris beaucoup de choses dans ce temps. On en reparlera, Stéphane. On va y revenir parce que je pense que quand on va commencer l'entrevue, on ne pourra plus arrêter avec toi. Donc, je vais aller vers notre 4e geekette masculine. Bonjour. Alors, c'est la magnifique voix de François. En fait, c'est Patreon François. Patreon, oui, c'est vrai, désolé, Patreon François. Oui. En tant que Patreon, j'ai la chance de participer à un épisode. Donc, j'encourage les gens à rejoindre le Patreon. Puis, qui sait, vous allez peut-être participer à un épisode. Bien sûr. On sait jamais. Si vous pouvez vous rendre. Ça n'a pas l'air d'être très clair, hein, quand même. Non. Mais c'est une excellente idée, François. J'ai sorti ça là, de mon chapeau. Ouais. C'est une excellente idée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. S'il y a des Patreons qui aimeraient ça venir aux épisodes des Geekettes, vous pouvez. Il faut juste se rendre au studio où est-ce qu'on enregistre à Montréal. Donc, ceux qui écoutent les épisodes de Geekettes savent de où je parle, de quel endroit je parle. Je parle évidemment des studios chez Rétro MTL. Ou Montréal, c'est pas clair. C'est comme... On peut dire les deux. Rétro MTL et Rétro Montréal sont tous les deux acceptés. Hey Martine! Oui! On va parler de nos sujets en intro. Alors, tu veux savoir de quoi je te parle? Ben oui, de quoi tu vas me parler, Martine? Écoute, je pense que je peux dire à la demande générale, je refais un je lis, je joue, je regarde, hein, parce que vous aimez ça quand je vous parle pas juste d'un sujet, mais bien 3 sujets en rafale. Donc, je vous prépare ça ce soir, mais je ne dis pas tout de suite quel est le titre de chacun. Ah non, tu nous gardes ça comme ça, toi, non, coquine. Mais je vais juste dire que pour le « je regarde », c'est en lien avec notre invité aussi, Stéphane Berthomet. C'est une recommandation que je lui fais personnellement. Ah, intéressant, genre d'en savoir plus. Oui, puis écoute, il y a une autre folie qui s'est passée le week-end dernier. C'était le long week-end de la fête du travail. Oui. On a eu la visite de Monseigneur Neveu, Alex Neveu, du marché Bonichois Neveu de la Verlechère. Notre commanditaire aux geekettes de chips Il nous a apporté Doritos. Les Doritos en main propre cette fois-ci. Incroyable. Fait qu'on y a fait tout le tour de la business de Rétro Montréal parce que c'est un grand fan aussi. On y a montré... primeur? Ben oui, il a vu des scoops de décoration que d'autres n'auront pas vu. Ben écoute, il amène les chips à moindre des choses. Exact. On y a aussi présenté le local de podcast. On l'a sorti à Arcade de Montréal également. Donc, j'aurais aimé ça y aller d'ailleurs, mais il sortait tard, Alex et moi. J'ai un petit bonhomme, fait que des fois, sortir tard, c'est difficile, malheureusement. Fait que c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, Alex. Donc, merci encore pour tous ces bons Doritos et ta petite visite à Montréal. Oui, merci, Alex. Alors, avec des nouvelles des geekettes, Martine, tu avais une nouvelle pour nous. Ben oui, justement, en intro, on parlait de Rétro Montréal et je vous avais dit qu'au prochain épisode, j'allais pouvoir vous annoncer des choses le fun. Donc, première nouvelle,
On va sortir notre deuxième bière en collaboration avec l'Espace Public. Fait qu'on est super excités de cette deuxième bière qu'ils ont gentiment offert de brasser pour nous. Donc, il va y avoir même un événement spécial, mais là, sûrement que ça va être sorti, ça va avoir eu lieu mais après la sortie du podcast, bref. Ouais. Mais ça sort officiellement le 8 septembre à l'Espace Public. Et cette fois-ci, la première, on se rappelle, elle s'appelait la Super Brosse pour Mario Bros. Mm-hmm. Cette fois-ci, elle s'appelle Mario Paint, comme le jeu de mots entre le jeu Mario Paint et une pinte de bière. Donc, c'est merveilleux. J'adore ça, des jeux de mots comme ça. Là. Exact. Puis, tu sais, puis on était super contents parce qu'on leur avait dit qu'on allait ouvrir notre nouveau magasin en septembre, puis c'était un bon timing pour eux pour faire une deuxième bière. Fait qu'en même temps, tu sais, cette bière-là, c'est vraiment pour souligner l'ouverture officielle de Rétro Montréal. Et ça aussi, Fanny, j'ai une date de notre déménagement que je peux enfin divulguer ce soir. Primeur! Exactement. Je vais mettre un effet sonore quelconque de primeur. Fait qu'on va tout déménager ça et on sera prêt à vous ouvrir au grand public le vendredi 29 septembre. Vous l'avez entendu en primeur à la vie secrète des geekettes, ici. Exact. Ou peut-être au podcast de Papa Cassette. Fait que si vous me voyez... ouais, exact. Non, il l'a pas encore annoncé sur le Papa Cassette podcast. Faut se dépêcher à faire le montage. Ouais. Puis... Il y a de la pression ici au monde. Mais là, fait que si vous me voyez le 29 septembre, écoutez, c'est un projet de fou. Il y a tellement de choses à faire. Je vais peut-être être très, très, très fatiguée, mais ça va me faire plaisir de vous voir en grand nombre. Qu'est-ce qu'on t'amène? Du chocolat pour te donner l'énergie? Du café? Qu'est-ce qu'on peut? Les gens qui te croisent là, chez Rétro. Mais vraiment, si vous êtes nos limites dans le budget... Un San Pellegrino à l'orange sanguine. C'est noté. Prenez des notes, auditeurs, auditrices. Parfait. Ben écoute, je peux pas topper ces nouvelles-là. Ça va être un peu difficile. Mais je vais y aller avec une première nouvelle. En fait, c'est un auditeur des geekettes, Mikey G, qui a une chaîne Twitch. Il est aussi un des collaborateurs sur le podcast... le nom m'échappe. Les Geeks Contre-Attaque qui nous ont tellement bien reçus, Fanny, en plus, quand on est allé les rencontrer. C'est parce que je suis énervée, là, puis des fois, j'oublie, j'ai des petits trous de mémoire une fois de temps en temps. Mais oui, les Geeks Contre-Attaque, il va faire ce qu'on appelle sur Twitch un subathon, je sais pas comment dire en français, mais en gros, c'est pour avoir plus d'abonnés. Tu fais comme un genre, c'est un mix entre marathon et subscriber. Alors, il dit de là le mot ici. Tu sais, la communauté Twitch, ils ont vraiment leur langage à eux, là, donc je commence à apprendre ça un peu. Ça va avoir lieu du 20 au 30 septembre. En gros, il va diffuser en direct pendant presque 24 heures, là, non-stop. Même quand il va dormir, il va diffuser. Il va faire toutes sortes de choses. Il va faire des critiques de films, il va avoir des petits concours, il va faire vraiment plein de choses sur sa chaîne. Puis il voulait nous partager cette belle nouvelle-là. Moi, j'avais aucune idée que ce genre de choses existait. Du 20 au 30 septembre prochain. Non, mais c'est super, ça. Mais ça fait plus que 24 heures, mais... Oui, mais c'est comme... Il arrête pas entre 20... Moi, il arrête pas, il continue tout le temps. Il va toujours diffuser, là. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Diffusion en continu du 20 au 30 septembre. Écris-moi, c'est pas clair, mon affaire, mais écoute, il devrait faire ça. Il va diffuser c'est quand même 10 jours, hein? C'est plus que 24 heures. Ouais, moi aussi, j'étais comme, hey, c'est vraiment ça? Mais ça a l'air que c'est ça. Mikey, peut-être que je dis n'importe quoi. Dis-moi là si je dis n'importe quoi. Voilà, c'était ma nouvelle. Hey, c'est une nouvelle très, très geek aussi. Hey, là, je m'en vais tellement ailleurs, Fanny. Là. Tu t'en vas ailleurs. Je retourne dans la féminité. Oh! Écoute, d'accord. Il aura fallu attendre 2023 avant que, enfin, il y ait une étude sur, tu sais, la capacité d'absorption de tous les produits menstruels. Oui. Ça avait toujours été fait avec le fameux liquide bleu qu'on voit dans les publicités. Qui est toujours très réaliste. Exact. Ouais. Donc, ce qui fait que les résultats laissaient un petit peu à désirer parce que la viscosité n'est pas la même. Tout à fait. Donc, je confirme. Exact. C'est une étude qui a été menée par l'Oregon Health and Science University aux États-Unis. Bon, ils n'ont pas pris de sang menstruel. Par contre, ils ont pris du sang humain et ont dosé les plaquettes et tout pour ressembler vraiment... Bon, on s'entend, c'est sûr que c'est beaucoup plus près avec du sang humain avec plaquettes ajustées que le fameux liquide bleu. Oui, tout à fait. Il n'y a pas grand... Écoute, c'est pas difficile à battre, là.
Et évidemment, ils ont découvert qu'il y avait un décalage entre la capacité réelle et la capacité déclarée, comme ce n'était pas la même viscosité. Mensonge! Exact. Et là, ce qu'ils ont découvert par rapport à ça, c'est que ça a quand même un impact. C'est une étude qui est importante à faire parce que ça a un impact sur le diagnostic des segments menstruels abondants. Parce que comme le chiffre, mettons que tu prends tel type de tampon, mais puis que c'est pas le bon chiffre sur le produit, mais le médecin peut mal diagnostiquer si tu as un problème de segment abondant ou pas. Donc, c'est vraiment, il était temps que cette étude soit faite. Et depuis 1941, il n'y a eu que 400 études concernant le sang menstruel. Combien tu penses, Fanny? Ben, vous aussi. On fait un vote, tout le monde. Mes mathématiques sont loin, mais je vais essayer, Martine. 400 pour le sang menstruel depuis 1941 versus la dysfonction érectile. Combien vous pensez qu'il y en a eu sur la dysfonction érectile? 1 million, puis ça continue encore, puis ça arrêtera c'est jamais. ça, jusqu'à temps. Je l'ai vu à François, mais je vais dire 1,1 million pour faire différent, comme à Price is Right. Je l'ai vu, la nouvelle, puis c'est vrai que c'est frappant, la différence. Je sais plus combien c'est, des milliers. C'est 10 000. Incroyable. Oh, mon Dieu. Puis donc, là, sûrement, vous me dites, mais Martine, c'est quoi le produit le plus absorbant et le moins absorbant? Quel est le meilleur produit qu'on ait cherché ça comme commanditaire au Geekette? Fait que je vais y aller du moins absorbant au plus absorbant. Le moins absorbant, malheureusement, sont les sous-vêtements menstruels qui peuvent contenir de 2 à 3 millilitres, mais pourtant, c'est tellement confortable. Les fameuses culottes, c'est sorti depuis quelques années. Là. Exact. Ouais. Le deuxième, écoute, je ne l'ai pas traduit parce qu'écoutez, ça a l'air que même moi, je ne connais rien des menstruations parce que je n'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est parce que j'ai pas eu d'enfant. Sûrement que toi, Fanny, tu connais ça. Le Perineal Ice Activated Cold Pack. Non, parce que j'ai eu une césarienne. Fait que de ce que j'ai lu, ça ressemble à un... J'ai été allée voir des photos, là. C'est comme un genre de ice pack qui a la forme... un peu d'une serviette là, sanitaire, mais que tu mets dans ton vagin, puis comme c'est un genre de ice pack, c'est que ça soulage les femmes après qui ont eu un accouchement. Tu peux faire un genre de chaud-froid. Puis, je savais pas que ça pouvait être utilisé pour contenir du sang menstruel. Mais bref, ça en contient 3 millilitres. Fait que ça m'a fait... J'aurais appris quelque chose grâce à cet article. Ben oui. Suivi par les tampons et serviettes. Mais là, on parle vraiment de celles qui sont ultra. Là. C'est celles qui disent le super ultra. Quand t'es dans tes pires journées, ça peut contenir de 20 à 50 millilitres. La coupe menstruelle, la majorité sont autour de 61 millilitres. Oui, quand même. Et le grand gagnant est le disque menstruel. Que ouais? Oui, j'ai été surprise. J'aurais pensé que la coupe allait en absorber plus que le disque. Et il mentionne entre autres la compagnie Ziggy. Donc, le disque menstruel Ziggy qui peut contenir jusqu'à 80 millilitres. Allez googler ça. J'ai une question. Vas-y, François. La coupe menstruelle, c'est un bouchon? C'est comme nouveau. Pas la coupe, pardon, le disque. Ouais. Ça fait depuis quelques années qu'on commence à en reparler. C'était comme une vieille méthode qui a été oubliée un peu. Okay. Ça ressemble énormément à un diaphragme, en fait. Exactement. C'est comme un diaphragme. La capacité d'absorption équivaut à la capacité de ton utérus? Mais aussi, c'est parce que de ce que je comprends, c'est que quand il se remplit de sang, le poids fait qu'il descend. Ah, OK, il bouge. OK, là, je comprends mieux, mais je me disais, ça veut dire que chaque femme a capacité différente, mais bon. Il y a beaucoup... Moi, j'ai une question. Des études sur la nocivité de ces comme les tampons, des tampons et tout ça. Y en a-tu beaucoup à ta connaissance? Ça, il en parlait pas dans l'article, mais c'est une excellente question. Oui, le fameux syndrome toxique là, qu'on nous a beaucoup fait peur dans les années 90. Choc toxique. Il disait que justement... Parlé, mais ça c'est pas vrai. Moi, si j'ai entendu dire c'était pas vrai, mais j'ai pas double vérifié mes informations. Mais il semblait dire dans le même article que, justement, comme ça donnait pas la bonne capacité d'absorption, ça avait aussi un impact sur... Comme ça influençait le temps aussi pour le choc toxique. Parce que c'est comme des données qui sont comme reliées. Là. Ouais. Fait que... Mais sûrement qu'il doit en avoir 2 études versus 10. Oui, c'est ça. C'est ça. Wow, ben c'est beaucoup. Je nous amène ailleurs. Ben oui, complètement, mais j'adore ça. Il va falloir qu'on fasse un sujet. Le sang, on n'est pas trop loin du sujet du true crime. Effectivement. Je vous ramène... Merci pour ce segway. Combien de millilitres a été... professionnel.
Ben moi, je vais nous ramener ailleurs, Martine. Écoute, Jenny en avait parlé au dernier épisode, mais je vais le rappeler parce que je travaille là-dessus. Je vous rappellerai qu'il y a un festival de balado ou de podcast qui s'appelle le Festipod qui s'en vient du 15 au 17 Qui fait que septembre toi, prochain. tu dors plus la nuit. Qui fait que moi, je ne dors... Ben non, c'est pas super, ça va très bien, hein, sincèrement, mais ce qui fait que je serai pas au prochain épisode des Geekettes à cause de ça, parce que là, il va falloir que je dorme par la suite. Mais ça s'en vient, festipod.com. Si vous aimez justement le true crime, on va revenir dans ton entrevue, Stéphane. Si vous aimez toutes sortes de balados de tout sujet différents, il y a de la politique, pas tous, il y a un petit peu d'humour encore une fois cette année, un peu moins par contre, il y a eu moins de gens qui nous ont envoyé des podcasts d'humour. Donc, c'est vraiment très diversifié cette année. Allez voir la programmation au festipod.com. Voilà. Oui. Je peux dire une chose? Bien sûr. Faut quand même soutenir le fait que faire un festival, c'est une job de psychopathe. Oui, on revient encore au true crime. mais c'est quand même un travail de fou. C'est une organisation, c'est de la volonté, c'est gérer des trucs, tirer des ficelles entre elles. Puis le Festipod, c'est un festival qui a le mérite d'exister et de présenter le tu un univers où on se débat encore avec plein de problématiques. Donc, moi qui suis dans le podcast depuis 7 ans, je trouve que c'est vraiment cool de voir qu'on a des initiatives comme ça. Puis je voulais personnellement le souligner parce que, puis tu sais, on en a déjà parlé, j'ai déjà dit, s'il y a besoin, je suis là, etc. Mais s'il y a des gens qui veulent aider, s'il y a des gens qui veulent apporter des projets, etc., faut le faire parce que c'est comme ça qu'on fait vivre l'écosystème du podcast. C'est comme ça qu'on s'entraide les uns les autres en se retrouvant autour de thématiques aussi chouettes, aussi vivantes, puis aussi agréables, puis des bons moments après que tu aies passé 3, 4, 5, 6, 12 nuits sans dormir. C'est ça. Mais oui, mais merci beaucoup, Stéphane, pour ce commentaire. J'apprécie énormément. Puis en plus, nous, on est très ouverts au Festipod. S'il y a des gens qui veulent participer, on est seulement 4 dans l'organisation, ce qui est un peu fou. Donc, il y a vraiment beaucoup de place pour avoir de l'aide. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent donner un peu de temps, qui s'intéressent au milieu du podcasting, de la balado, il y a toujours de la place au Festipod pour des gens qui s'intéressent à ça. Donc, merci. Hey, quelle belle finale de nouvelles, Martine. On va continuer avec justement notre entrevue avec Stéphane. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Alors, on commence notre entrevue avec M. Stéphane Berthomet. Bonjour, Stéphane! Salut! Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te présenter quand même parce que des fois, on a des auditeurs, auditrices qui pourraient ne pas te connaître. Alors, Stéphane, tu es producteur de podcasts du genre True Crime et autres depuis 2017. C'est avec ton entreprise GoScript Media pour les gens que ça intéresse. Tu as aussi un petit passé comme enquêteur de police à ce que j'ai trouvé. On va peut-être y revenir un petit peu dans notre entrevue. Pour les podcasts que tu as fait de True Crime, il y a entre autres L'Ombre du doute qui a été diffusé sur audio par Radio-Canada. Il y a eu 3 saisons. On a parlé du cas de Marie-Paul Rochette / la noyée des Rivières-des-Prairies. Ensuite, il y avait l'affaire Dupont. Et il y avait ensuite Les Enfants de novembre, que je n'ai pas écouté la 3e saison, car c'est quand même assez difficile. Là. Ça parle de meurtre d'enfants, évidemment, de perte d'enfants. Donc, moi, ça me touche un petit peu. Il y a aussi un autre podcast qui s'appelle Mesrine, l'orgueil et le sang. Aussi à audio, je crois. Oui. Sur audio. Oui. Et puis, il y a Le Clan Dubois sur Cube Radio, que je suis en train d'écouter en ce moment sur justement le Clan Dubois, les frères Dubois, qui est absolument fascinant. Donc, je vais donner un petit point de correction, c'est que en fait mes podcasts avec Radio-Canada, ce n'est pas moi le producteur, c'est Radio-Canada le producteur. Bien sûr. Les podcasts que j'ai fait par exemple pour Cube, là je suis le producteur, le Clan Dubois en l'occurrence, ou les podcasts avec Claude Poirier. Claude Legault. Il va pas être content.
Ben, je sais pas lequel des deux sera pas content, mais au moins des deux. Et j'ai fait aussi, effectivement un podcast avec Claude Poirier. Oui, parce que Radio-Canada, dans le fond, tu travaillais pour eux, donc c'est comme différent un peu. Dans le fond, j'étais à l'extérieur de Radio-Canada parce que j'ai pas été employé, je suis pas un employé de Radio-Canada, mais je faisais des projets pour une production Radio-Canada en tant que telle. OK, quand même intéressant. Ouais. Puis aussi, dernièrement, tu viens tout juste de sortir Redoutable, qui est vraiment une série sur différents cas de true crime. Ça vient tout juste de sortir, c'est chaud. Allez écouter ça. Mes évasions, là. On vient de l'annoncer, mais ça sera en ligne le 14 septembre. Donc, ça faisait partie de mes questions, J'ai écouté la bande-annonce, puis j'étais comme là, c'est là que je le veux, là. C'est vrai, c'est dommage de sortir. Moi, je pense qu'il y a un conseil de stratégie, là, communiquez pas vos podcasts trop longtemps à l'avance. Quand tu veux dire que ton produit est là, faut que le client ait envie d'aller dans le magasin tout de suite pour l'acheter. Attends pas 15 jours d'avance parce que c'est trop tôt. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? À tous les jours, j'allais voir si l'épisode 1 était là. Je suis content. Écoute, moi, je me demandais tout d'abord, mais bon, bien sûr, je l'ai mentionné, tu as fait un petit peu de travail de police, tu as été enquêteur, mais d'où te vient exactement ton intérêt pour le true crime? Écoute, c'est difficile à dire parce que dans un parcours de professionnel et personnel, les deux se mélangent souvent, là, vous le savez. Tu fais des choses, puis après, tu comprends pourquoi tu les as faites. Donc, c'est toujours un peu difficile de savoir à l'avance. Il y a des gens qui fonctionnent avec des plans, puis qui se disent « je vais faire ça », etc. Moi, j'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. J'étais policier, effectivement, en France, en Europe. J'étais officier de police, je faisais des enquêtes, etc. Puis, j'ai commencé à écrire des livres, puis j'ai commencé à écrire pour la télé, pour le cinéma. Puis, je suis venu au Québec, puis j'ai travaillé dans l'édition, puis j'ai travaillé avec... j'ai écrit des chroniques pour le Journal de Montréal, puis j'étais avec Radio-Canada, etc. Donc, puis j'ai voulu faire des documentaires. Bref, tu sais, tout un tas de choses qui se mélangent. Puis à un moment... C'est quand même intéressant parce que policier, c'est quand même quelque chose de très rationnel, mais tu fais un travail par la suite très créatif. Donc, il y a quand même une dualité qui est intéressante là-dedans. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est l'image qu'on a du policier, qui est comme avec sa casquette qui lui sert un petit peu trop le cerveau, là, qui l'empêche de réfléchir. Mais c'est pas tout à fait la vérité non plus, parce que quand tu mènes une enquête criminelle, faut être capable d'envisager toutes les possibilités. Et au contraire, en fait, l'idée, c'est de pas avoir une vision qu'on appelle en entonnoir, c'est-à-dire focusser sur un objectif. C'est ça l'erreur policière de base, c'est de se dire c'est lui, puis je suis convaincu que c'est lui, puis je vais tout enquêter pour que ce soit lui. Tu sais, en gros, ça revient à ça. Ça, c'est le profil type de l'erreur criminelle. Il y en a eu beaucoup sur cette base-là. Alors que le bon enquêteur, c'est quelqu'un qui a une vision très ouverte, puis qui dit... c'est les faits devant toi qui, à un moment donné, vont te dire ce qui est vrai ou pas vrai. Puis, moi, j'ai retenu une leçon quand j'étais policier, c'est que être policier, c'est aller ouvrir chacune des portes, regarder ce qu'il y a derrière, puis voir qu'il n'y a rien, la refermer et passer à la suivante. Donc, c'est ça qui fait que tu es un bon policier. Tu es méthodique, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'imagination, par contre. Il faut en avoir. Parce que des fois... les solutions sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent ou beaucoup plus compliquées. Et si tu fais pas preuve d'un peu d'imagination ou de créativité, finalement, tu peux passer à côté de la solution ou de la bonne piste. Et faut avoir l'esprit ouvert. Moi, je pense que c'est ça la clé, justement. Mm-hmm. Puis donc, pour revenir justement à ma première question, ton intérêt, bien sûr, tu as eu un métier, tu as eu une carrière avant, mais par la suite, qu'est-ce qui a fait « je vais faire des podcasts de true crime. Là. Je vais me lancer dans la production de podcasts. » En fait, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai quand même écrit ou coécrit près d'une dizaine de livres, donc, et dont une grande partie sont des livres d'enquête ou des livres documentaires. Donc le documentaire, c'est un sujet qui m'intéresse. Documenter les choses, ça m'intéresse. Raconter les choses telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire pas forcément dans la vision qu'on en a, très rapide, très fugace. Des fois, ça va vite, puis on donne une nouvelle, puis c'est fini. Non, d'aller dans le fond des choses. Là, ouais. Exact, d'aller dans le fond des choses. Donc ça, tu vois, c'est un peu une base de ma philosophie personnelle. C'est de dire, attention, les choses sont souvent plus compliquées que ce qu'on peut dire en 1 minute ou 3 minutes ou 4 minutes dans un reportage. Et ensuite, il y a le fait que j'ai voulu faire du documentaire d'enquête
télévisé. Et là, je me suis rendu compte que c'était très difficile parce que dans les années 2014-2015, quand j'ai voulu en faire, il n'y avait pas de documentaire d'enquête à part aux États-Unis, Making a Murderer ou autre. Quand tu parlais d'un documentaire d'enquête ici au Québec, on disait, puis là je cite par exemple un des responsables de Canal D de l'époque qui m'avait dit, ok, mais ça se termine comment ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec des menottes à la fin, tu sais ? Ben non, je le sais pas. Je peux pas te le dire parce que au fond, ce qui est important, c'est l'enquête, c'est le chemin qu'on prend pour arriver au bout de l'histoire. Et en 2015 encore, c'était difficile de vendre ça à une chaîne de télé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, mais c'est quoi la bonne façon de raconter une histoire comme ça ou de prendre le temps de l'enquêter ? Et la bonne façon, c'était l'audio, c'était le balado. Et Radio-Canada démarrait son secteur audio. Là, on se rappelle 2016, il y avait quelques productions, dont certaines étaient déjà très intéressantes, mais il n'y avait pas de true crime, il n'y avait pas d'enquête de fond, etc. C'était quand même nouveau encore. Ouais, c'est ça. Et quand moi, je suis venu proposer ça, je suis en même temps tombé au bon moment. Et on m'a matché avec un extraordinaire réalisateur, Cédric Chabuel. On m'a dit, tiens, vous êtes deux Français, vous allez bien aller ensemble. C'est pareil, c'est la même chose. Ou très mal. C'était pile ou face. Et ça a été très bien. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. En fait, moi, mon plan, c'était pas d'avoir un plan, c'était de me dire comment je peux raconter une histoire en ayant le temps de le faire, en ayant le temps de m'intéresser aux gens, de m'intéresser aux détails, de creuser. Puis, tu sais, c'est peut-être ce qui fait ma recette à moi, c'est de me donner le temps de creuser jusqu'à... Puis, tu vois, il y a des dossiers que je continue de creuser des années après. Oui, parce que en fait, dans le documentaire, il y a deux éléments fondamentaux. C'est un, d'avoir l'esprit ouvert, mais deux, de se dire que il n'y a que le temps qui va t'apporter une véritable réponse. Il n'y aura pas de réponse qui va te venir en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça prend du temps d'essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a des choses cachées, il y a des enjeux, il y a des mensonges, il y a des choses qui se sont involontairement mélangées, il y a différentes versions, puis il faut démêler tout ça. C'est comme une pelote de laine, ça se fait pas... tu sais, tu tires pas le fil, puis hop, ça vient. Là. Si tu tires trop vite, tu crées un nœud, puis tu t'en sors pas. Donc, il faut prendre le temps de tirer ça doucement. C'est un peu comme un jingle. Tu tires petit bout par petit bout. Je me souviens, tu avais mentionné, parce que tu avais fait un atelier l'année dernière au Festipod, tu avais mentionné comme quoi, des fois, les gens que tu interviewais ne se rappelaient pas toujours sur le coup des réponses. Puis ça revenait peut-être quelques semaines plus tard. « Ah oui, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. » Puis là, je me suis rappelé de tel détail qui était super important, finalement, ou que ça a débloqué des portes. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Tu soulignes un point vachement important, c'est que au fond, on réveille aussi la mémoire des gens. Tu sais, quand on revient sur des affaires, les gens, ils ont une image de ce qui s'est passé, puis où ils ont oublié certaines choses, puis en leur parlant, tu réveilles des souvenirs, puis... Au fond, le cerveau, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe qui fait qu'avec le temps, ils y repensent. Dormant dessus, tu sais, dormir dessus, c'est une véritable expression là. Moi, je m'endors tous les soirs en pensant à un sujet et le lendemain, des fois, j'ai une autre vision. Des fois, j'ai pas de vision, mais des fois, j'ai une autre vision du sujet. Et c'est ça qui se passe dans l'esprit des gens, c'est qu'ils te rappellent une semaine après en disant « Hey, vous savez, vous m'aviez parlé de ça, je me souvenais pas, mais là, au fond, j'ai réalisé que c'était ça le truc, puis maintenant, je le vois bien. » Ou des fois, tu vas dans d'autres directions un peu inattendues parce que les gens t'avaient dit un truc, puis à la réflexion, non, ils se rendent compte que c'était pas tout à fait ça. Donc, le cerveau, c'est quelque chose de... On joue justement sur les souvenirs et sur ces choses fragiles. Je vais y aller tout de suite avec des questions de nos Patreons, parce que justement, on parle du balado, True Crime, ils ont droit d'avoir des réponses. Exactement. Ils payent pour des réponses. En fait, Sopelo, notre Patreon Sopelo, on la salue, elle se demandait... qu'est-ce qui explique, selon toi, l'explosion des podcasts True Crime en général? Ou, m'as-tu dit au Québec? Non, elle m'a pas dit au Québec. Donc, en général, l'explosion des podcasts True Crime. Pourquoi, soudainement, tout le monde est intéressé par ça ou plusieurs personnes? En fait, même moi, au Festipod, avant, c'était beaucoup l'humour. Je reviens souvent sur le Festipod parce qu'on parle de balado, là. Mais c'est important, le Festipod! Mais, non, c'est ça. Mais nous, dans les dernières années, on a remarqué que le True Crime, là, c'est très populaire. Là. C'est nos programmations les plus populaires, en fait. Parle-moi-en, Fanny. Oui, Martine, qui est une amatrice de True Crime. J'ai 12 ans. T'es la première parmi nous, d'ailleurs, qui nous parlait beaucoup. T'as 12 ans il y a 5 ans. J'ai eu 38 ans aujourd'hui, quand même. Mais quand t'avais 12 ans, il n'y avait pas vraiment de True Crime. Je vais me permettre une parenthèse. Technicien François, technicien François. Partie prenante. Après 19 ans de vie de couple avec Martine,
Elle est la seule personne que je connais qui a vu tous les vendredis policiers, puis toutes les émissions, le tueur si proche, etc. Et qui, encore aujourd'hui, on écoute un film, une série, un documentaire, un autre podcast de True Crime, une nouvelle. Elle se rappelle des cas. T'as intérêt à aimer le true crime, toi? Non, mais moi, ce que je trouve encore plus drôle, c'est que la personne qui a le plus peur de toutes ces histoires-là, c'est aussi Martine. Ouais, j'ai dit souvent aux geekettes, des fois, je fais des cures de désintox. Genre, Ouais, je suis 6 de mois true sans rien crime, écouter parce qu'il faut que je fasse une cure. Mais pourquoi tu penses que les gens comme moi capotent là-dessus? Ça répond peut-être en partie à la question. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas une réponse claire à tout ça. Ça fascine, ça fait peur, ça éveille en nous, ça vient chercher chez nous quelque chose de profond, tu sais, la peur des choses qu'on ne comprend pas. Les tueurs en série, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est difficile à comprendre, à appréhender le comportement psychotique ou le comportement de quelqu'un qui a une pathologie lourde, puis qui est un sociopathe, tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'émotion en tuant des gens. Tu sais, je veux dire, on est là autour de la table, on se dit ça, on se dit c'est incompréhensible. Ouais. Donc, quelque part, je pense que ça éveille quelque chose chez nous. Alors, pourquoi on a un tel appétit du true crime? Je pense qu'il y a indéniablement un phénomène de mode. Il est en train de se passer vraiment une mode. Puis, c'est pas que chez nous. Aux États-Unis, quand tu regardes les statistiques des podcasts les plus écoutés, le true crime est toujours dans les 3, 4 premiers, 5 premiers, mais souvent dans le trio de tête. Je pense que la production aussi contribue à ça. C'est-à-dire qu'on nourrit un fantasme, tu sais, on nourrit quelque chose en créant. Donc, d'une certaine façon, on contribue à ça. Je ne pense pas que ça soit complètement une mode. C'est peut-être aussi la société dans laquelle on est qui a besoin de sécurité, mais qui en même temps a peur de ce qui se passe, de la société dans laquelle on vit, qui nous apparaît de plus en plus incompréhensible des fois. Donc, j'ai l'impression que ça tient à beaucoup de choses, et aussi au fait, quand même, à la nature profonde de ce qu'est un true crime. C'est-à-dire qu'un true crime, quand il est bien fait, et il y en a beaucoup, c'est avant tout une bonne histoire. Donc, c'est pas que l'histoire du crime, puis l'histoire du sang, puis mais c'est la façon dont c'est créé. Ouais. La façon, c'est le storytelling qui vient avec. Et il y a quelques genres dans lesquels on peut créer un véritable storytelling, dont le true crime. Et le true crime, c'est comme la maison mère du storytelling, si tu veux, parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour créer de la tension, de l'émotion, du suspense. Un mystère non résolu. C'est ça. Donc c'est le parfait outil pour le storytelling. Donc, quand tu as un bon storytelling, souvent tu as un bon true crime, donc on a le goût d'écouter ça. Et je pense que le podcast est aussi un bon support pour ce genre de... Oui, formidable. Avec moins de contraintes et autres. Ça laisse place à l'imagination aussi, je te dirais, en audio seulement, parce qu'en visuel, des fois, ça peut être soit que c'est très bien fait ou soit que c'est très mauvais. Oui. Avec des comédiens un peu off. Tu vois des choses que tu n'as pas besoin de voir non plus, des fois. Oui, aussi, des fois, ça peut être un petit peu... Trop sensationnaliste aussi. Exactement. Je vais revenir avec une autre question de Sopilo, Stéphane. Elle se demande ici, c'est quoi est-ce qu'il y a des enjeux éthiques? C'est quoi les enjeux éthiques quand on fait du true crime? C'est sûr qu'il y a des enjeux éthiques, puis c'est écoute, on devrait passer, passer 2 ou 3 heures là-dessus, parce qu'il y a des enjeux éthiques à tous les niveaux. En fait, d'abord à s'intéresser à une histoire, à s'intéresser à une histoire criminelle. Déjà la base, oui. La famille est-tu d'accord? La famille participe? Est-ce que la famille trouve que c'est une bonne chose? Jusqu'où on peut aller pour raconter une histoire? Donc, tu parlais du détail tout à l'heure. Jusqu'à quel point de détail il faut aller? Des fois, il faut raconter l'histoire, mais il faut s'interdire de parler de choses trop violentes. Donc, mais il faut quand même que placer les choses. Donc, ça pose des questions. Ensuite, il y a les relations avec les participants à un balado true crime, avec qui tu peux être en discussion pendant des années et des années. Donc, il se crée des relations qui sont des relations de longue durée, mais qui peuvent aussi se détériorer parce que les gens vivent des états de souffrance, vivent du stress, vivent de la peur, vivent de la pression, de la tension. Toi, tu es une sorte d'éléments qui apportent quelque chose de positif, mais en même temps, tu soulèves quand même et tu grattes des bobos, tu soulèves des choses qui font mal. Donc, ça peut se retourner aussi contre toi dans cette forme de relation-là. Bref,
et des enjeux, il y en a à tous les coins de rue. Moi, j'ai eu la chance, en travaillant avec Radio-Canada, d'avoir cet encadrement-là, d'avoir des avocats qui lisent tous nos textes, qui nous questionnent. Et ça, c'est une grande partie du travail, puis ça fait partie de mon apprentissage, de pouvoir répondre à l'avocate qui nous dit « mais là, vous dites ça, est-ce que 1, c'est validé? Est-ce que 2, vous avez plusieurs sources? Est-ce que 3, vous êtes sûr que c'est conforme à ce qu'on pourrait dire, etc. Est-ce qu'on a vérifié? Est-ce que c'est pas diffamatoire? » Bref, il y a vraiment beaucoup, toutes des choses qu'on pense pas. Ouais. Non, des fois, on crée du contenu là, sur le web. Là. Non, et ça, oui, des enjeux, il y en a énormément. Ce qui ne veut pas dire que si tu le fais toi-même, tu le fais moins bien. Il y a des exemples, je vais prendre l'exemple de Captive, par exemple, où elle raconte des histoires d'affaires criminelles et où elle-même se pose des questions des fois sur les enjeux, mais où elles le font avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de distance, beaucoup de respect. Donc, finalement, elle-même, elle se pose des limites, elle se pose des bornes. Donc, tout est une question d'honnêteté intellectuelle. Je te dirais, il faut déjà commencer par savoir pourquoi tu le fais. Si c'est pour aller dans le truc un peu sordide, c'est sûr que ça va mal finir. Ouais, c'est une bonne idée. C'est un bon point sur les limites aussi, de te mettre tout de suite tes limites. Où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas? Je trouve que c'est vraiment un super bon point de départ, justement. Mais avant que tu me reposes une question, c'est drôle parce que ça fait des années que je me dis que je devrais faire un podcast sur pourquoi on aime le true crime. C'est vrai. C'est un excellent sujet. Ça, Pélo l'écouterait, c'est sûr. C'est vrai, puis tu sais, c'était un truc, et j'y pensais encore cette semaine parce que je m'en vais en France au mois d'octobre et j'entendais un podcast avec un journaliste que j'ai connu quand il était jeune journaliste au journal Le Parisien, qui est l'équivalent du journal de Montréal ici, tu sais, qui fait beaucoup de faits divers, etc. Ouais. Il débutait quand moi j'étais policier et on se connaissait. Et là, aujourd'hui, cette semaine, j'ai entendu un podcast où il est chef ils appellent ça le pôle police-justice. Donc, c'est comme le boss maintenant du journal de Parisien sur les affaires criminelles. Et il était dans un podcast et je me disais, waouh, quand même, ça m'intéresserait de lui demander, il s'appelle Damien Delceni, ça m'intéresserait de lui demander à Damien comment il a vu ces 10 dernières ou 15 dernières années évoluer l'univers du crime, puis le true crime, parce qu'il est en train de faire du true crime, alors qu'il est journaliste, tu sais. Donc, et c'est une question qui me taraude beaucoup de savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis tu sais, où sont les limites, pourquoi on a de l'intérêt, mais comment on le fait aussi d'un point de vue journalistique ou... Bref, peut-être que ça sera un podcast. C'est déjà 2 auditrices ici, là. C'est bon. J'aimerais je vais ouvrir mon Patreon demain. Si tu me permets, Fanny, je bonnerais là-dessus parce que justement, on parle de qu'est-ce qui vient nous chercher, storytelling. Ouais. Puis, tu sais, comme je dis, j'en ai écouté beaucoup de true crime. Puis, c'est ce qui était vraiment venu me chercher dans Disparu, avant que ça s'appelle Ombre du doute. Il s'appelait que Oui, Disparu. C'est vrai, hein, ça a changé de nom. L'Ombre du doute, c'est comme le chapeau. Le chapeau des 3 saisons par la suite. Ouais. Mais c'était un peu ça, justement. Chaque épisode, premièrement, c'est quand même long. C'est pas un épisode de 30 minutes comme Autopsie. Puis c'est comme si on le vivait dans nos oreilles. C'était comme, OK, on s'en va, genre, dans telle place, aller chercher tel nouvel indice. Puis il y avait vraiment tout le côté storytelling. Puis j'avais vraiment l'impression que je marchais dans les pièces au même moment, puis d'apprendre l'information. Puis là, pour moi, j'ai pas de conclusion, Stéphane. Puis c'est ça ma question. Parce que ça se termine que ça dit que les nouveaux éléments de preuve que vous avez trouvés, c'est maintenant dans les mains des coroner, des policiers. Puis là, depuis ce jour-là, j'attends un dernier épisode qui va dire qu'est-ce que les coroners et les policiers en ont fait de cette enquête. Ben, je vais te décevoir peut-être, mais il n'y en aura pas de dernier épisode. Il n'y en aura pas pour plusieurs raisons. Puis je vais être très franc avec vous, il n'y en aura pas parce que Patricia Rochette ne veut plus aller sur ce terrain-là. Ça ne l'intéresse plus. Elle ne veut plus. Elle nous a fait savoir qu'elle ne voulait plus aller de l'avant avec un podcast. Donc, il faut respecter. On ne le fera pas. Exact. Mais aussi parce que moi, à partir du moment où ce travail-là a été terminé, j'aurais été intéressé à continuer. Mais c'est entre les mains de la police, c'est entre les mains de la justice. Le coroner, c'est quand même, le bureau du coroner, c'est quand même une institution qui a une job à faire. Et il y a une limite, il y a aussi une limite à ce que nous, on peut faire. Puis moi, la limite que je me donne, c'est de ne pas jouer dans une enquête policière en cours.
Parce que tu joues avec de l'électricité, là. Tu sais pas qui va se faire mal avec ça. Donc, c'est quand même un domaine qui devient très dangereux quand tu joues sur une affaire qui est en train de se dérouler. Alors, à partir du moment où on remet des éléments et où on dit, telle femme qui a été découverte dans une rivière, on a un expert des empreintes dentaires qui dit... Pour moi, c'est la même personne parce que j'ai comparé les dossiers et que ça me semble être la même personne, qu'il y a plusieurs éléments qui relient les deux dossiers et que le coroner dit, nous, on va mener notre propre enquête, ça leur appartient. Tu sais, moi, ma job, c'est pas non plus de pousser des murs pendant des années. C'est pas que je veux pas, c'est que j'essaye de faire du mieux que je peux. Puis à un moment donné, quand on me dit, moi, je veux pas aller plus loin, quand la coroner dit... c'est mon dossier, je vais avancer dessus. Tu lâches prise. Moi aussi, j'aurais, très honnêtement, à titre personnel, même plus que podcasteur, là, j'aurais aimé qu'on y arrive à plus de résultats. Je l'aurais vraiment aimé, sincèrement. Comme pour l'affaire Dupont, qui est la deuxième saison, je continue à y travailler. J'ai fait un livre dessus. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. On continue à travailler dessus. Puis demain, tu vois, je retourne à Trois-Rivières encore. Et donc... et pour les enfants de novembre aussi, même si on apporte je pense qu'on a quand même dans ces dossiers-là amené des éléments significatifs, à chaque fois. Les enfants de novembre, l'interrogatoire de Claude Quévillon, qui est un des suspects de cette affaire-là, pour moi, il est suffisamment significatif pour qu'on comprenne qui a pu assassiner ces enfants-là ou qui, en tout cas, a participé à certains des assassinats. Certaines des familles me disent, regarde, pour nous, on a compris certaines choses. Donc, ma job, elle est faite. Après, le reste, ça ne m'appartient plus. Quand j'étais policier, c'est un travail qui est très difficile à faire sur le plan personnel parce que tu apprends à te détacher de ce qui se passe après ta partie de la job. Et quand tu amènes quelqu'un entre les mains de la justice, s'il ressort, à moins que tu aies mal fait ton travail, évidemment, mais s'il ressort parce que le juge, parce que ci, parce que ça, faut apprendre à laisser aller. Ouais. Et ça doit être tellement difficile, là, des fois. Oui là. et non, parce que sinon, si tu as toujours du pathos, si tu as toujours de l'émotion, parce que ça t'appartient pas. C'est pas à nous, ces histoires-là. Elles sont pas à nous. Nous, on est juste des visiteurs. Aussi longtemps qu'on reste dans un dossier, on fait juste que passer. La douleur, c'est pas la nôtre. Les familles là, qui souffrent, c'est pas notre douleur. Nous, on vit rien par rapport à eux. Même si on a de l'émotion, même si on est très sensible à tout ce qui se passe. Tu parlais de la difficulté. C'est une façon de se protéger, là, aussi. Oui, mais tu parlais des enfants de novembre. Moi aussi, j'ai trouvé ça dur, les enfants de novembre. Le faire, je l'ai trouvé très dur. J'ai un garçon de 15 ans, j'ai trouvé ça très difficile. Puis je me suis mis beaucoup de pression à vouloir le faire. Mais à un moment donné, il faut se dire, regarde, moi je suis rien là. Je suis tellement petit dans la peine d'une famille qui a perdu un enfant que j'ai pas le droit, moi, de considérer que je suis important là-dedans. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas de la fausse modestie. Non. C'est de regarder bien les choses telles qu'elles sont et de se dire, moi, mes émotions, mon avis, ma vision ou mes attentes n'existe pas par rapport à une maman qui a perdu un enfant. C'est pas vrai, ça. Ça vaut mais rien. Justement, est-ce que, suite à cette série-là, est-ce qu'il y a plein d'autres gens qui t'ont contacté et ont dit « Hey Stéphane, pourrais-tu avoir un œil à mon cas? » ou Oui, il y en a eu. Il y en a eu déjà au début de la série. Et je pense qu'à partir de Dupont, ça a commencé. Je commençais à recevoir des courriels. Puis, tu sais, moi, j'ai une méthode de travail qui est particulière, c'est-à-dire que je discute avec les gens pendant très longtemps. Et je discute avec des familles depuis des années. Il y a certaines familles dont je ne citerai pas les noms, avec qui j'échange régulièrement. Puis j'envoie un courriel de temps en temps. Comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Puis il y en a qui me disent il ne se passe rien, ou il y en a qui me racontent, qui me font des courriels de 2 pages pour me dire où est-ce qu'ils en sont dans le dossier, où en est la police, et ci et ça. Et je me sens chanceux qu'on me partage tout ça. Le lien de confiance. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, je me sens aussi obligé de donner en retour, de dire, bon, si je peux vous donner un avis, c'est ça et ça, puis moi, je crois que peut-être ça, ou chez vous, j'irai voir là, chez vous, j'irai voir ça, je mettrai le focus là-dessus, etc.
Mais c'est rien qu'un avis. Tu sais, je suis comme, pour beaucoup de familles ou pour beaucoup de dossiers, je suis comme un ami qui s'y connaît un peu. Tu sais, je veux dire, t'as mal à la gorge, l'ami de ton chum est médecin, tu vas l'appeler, puis tu vas lui dire qu'est-ce que t'en penses, puis il va te dire, regarde, je te fais pas un truc médical, mais tu devrais aller à la pharmacie prendre tel sirop. Là. C'est à peu près ça, là, ce que je fais. Mais si ça aide ces familles-là, tant mieux. Alors oui, ça arrive. Fait qu'il y en a eu plus suite au podcast. Ah oui, bien sûr. Puis, inversement, c'est ce que tu as senti que certains, peut-être policiers, justement, ou coroner, t'es comme là, tu te mêles pas de tes affaires ou... Ah, mais ça se fait longtemps, ça. Ah ouais? OK. Ça fait longtemps parce que, en fait, en 2013, j'ai fait un livre qui s'appelle Enquête sur la police qui parlait de... Ah ben là, c'est sûr que... Ouais, c'est ça, qui parlait des manifestations de 2013 et qui était très, très critique sur le travail policier. Tu sais, moi, je fais partie des policiers, des anciens policiers qui considèrent que la police est un travail essentiel, qui considèrent que la justice est essentielle à notre société. Est-ce que tu as été policier au Québec également? Non, j'ai jamais été policier au Québec. Parfait. Et ça me permet de pas avoir... conflit d'intérêt? De pas avoir d'amour-propre particulier pour cette... Puis bon, quand j'étais en France, j'ai aussi été très critique sur le système. Il y a comme un travail de dépollution qu'il faut faire, puis je le dis pas dans un sens négatif du terme, mais quand tu es médecin... T'as pas envie de critiquer ton métier, t'as pas envie de critiquer tes collègues. Va donc voir un dentiste pour lui demander de faire un certificat médical comme quoi ton autre dentiste a botché un travail. Il va jamais le faire. Il veut pas le faire. Parce qu'il y a une sorte de conflit là, émotionnel, puis d'intérêt. C'est un petit monde, tout le monde se connaît. On joue pas contre les autres. Là, on va pas... Donc ça se comprend. C'est un phénomène grégaire, là, c'est un phénomène de groupe. Donc c'est sûr qu'un ancien policier du Québec, il va avoir beaucoup de mal à se montrer très critique sur le système. Moi, j'avais pas cette difficulté-là. Donc, j'ai eu beaucoup plus de facilité pour dire, les souricières, pendant 2013, ça n'a pas de bon sens. Arrêter des centaines de gens comme des criminels, alors qu'il y en a qui savaient même pas que la manifestation a été dispersée. Ça a pas d'allure. Et d'ailleurs, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans après, je sais plus, ils ont gagné une poursuite contre la ville de Montréal et ils ont dû régler parce que les souricières n'avaient pas d'allure. Donc, ça remonte à longtemps le fait qu'on me considère comme un gêneur dans cet univers-là. Ça, c'est vrai. Mais, je crois que l'important, c'est d'essayer de faire les choses... la police, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle a des moyens, elle a la justice, elle a tout ce qu'il faut. Les familles, elles n'ont rien. Les familles des enfants qui ont disparu, ils n'ont rien. Donc... Tu me demandais tout à l'heure d'où ça m'était venu cette passion-là. C'est aussi de me dire, mais quand j'étais policier, des fois tu te dis, merde, je peux rien faire là. Là, je peux pas aider. Je suis pas capable. Mais là, moi, je peux aider. Oui, puis il y a quand même une limite aussi de ressources. Cette année, un cas qui date de 1950, des fois, les priorités sont plus là non plus. Mais bien sûr. Puis c'est pas... on peut comprendre que y a des crimes qui se commettent tous les jours là. Il y en a des centaines de meurtres qui se commettent tous les jours au Québec. Donc il faut être capable de pas tous les jours, j'exagère. C'est ça, c'est pas comme 100 par année. Tu vas me couper ça. 28, tu vas me couper ça. Il y en a regarde, à Montréal, il y a une trentaine de crimes par an à peu près. Donc on va relativiser là, peut-être. On entend justement quel timing pour entendre les sirènes de police. Ils viennent arrêter Stéphane. Mais tu peux on peut... C'est pas grave si on critique le travail de la police. C'est pas grave si on se met du côté des familles. Parce que les familles, elles n'ont rien eu pendant tellement d'années. Ça a tellement été difficile pour elles que ça fait du bien de temps en temps d'être capable de se dire moi, tu sais quoi, je vais me mettre de ce bord-là. Et en étant objectif, puis en essayant de faire un travail honnête. Mais je pense que le bénéfice pour les familles, il vaut vraiment le coup qu'on le fasse. Oui, puis ça doit aider avec leur processus du deuil, parce que ça doit être un deuil qui est interminable aussi, là, d'ouvrir. Des fois, ça doit faire mal quand tu ouvres le dossier, mais en même temps, d'en discuter, de parler de cette histoire-là, j'imagine que ça aide un peu d'une certaine manière. Ça m'a beaucoup frappé, ça, parce que moi, j'avais très peur, justement, sur les dossiers des enfants, de venir soulever ouvrir des plaies, et de me dire, attends, c'est grave ce que tu fais là, tu vas réveiller des douleurs abominables, parce que
on peut pas imaginer ce que c'est de perdre un enfant. On peut pas l'imaginer, c'est tellement quelque chose d'atroce. Donc de se dire, ok, est-ce que j'ai le droit de venir jouer là-dedans? Mais quand les familles te disent, oui, écoute, on a besoin, on veut, là, il faut. Et au final, il y a une des mamans qui, moi, m'a dit, plusieurs mois après, parce que je continue à prendre des nouvelles, évidemment, plusieurs mois après, elle m'a écrit, puis je lui ai dit, comment tu vas, etc., où est-ce que vous en êtes, et tout. Puis elle m'a dit, à la période de Noël, je pense que le balado s'était terminé avant l'été. Puis à la période de Noël, donc un peu plus de 6 mois après, elle m'a écrit, puis elle m'a dit, tu sais, on a brûlé et jeté tous les papiers qu'on avait. J'ai dit, my God, mais pourquoi vous avez fait ça? Puis ils en avaient, tu sais, du stock, là, des années de stock. Puis c'était une des mamans qui était très, très, très impliquée, là. Et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Puis elle me dit, on a décidé avec mon mari que c'était fini, qu'on avait fait le tour, on a compris des choses, on pense qu'on sait à quoi s'en tenir, puis pour nous, ça suffit. Puis pour nous, c'est comme... Il arrivait à une nouvelle étape du deuil. Ouais, pour nous, c'est une étape. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, ça, c'est mon salaire, tu sais. Ouais. Là, je l'ai, ma récompense, là, tu sais. Donc mais c'est délicat parce que c'est comme venir parler à quelqu'un qui est blessé, qui est fâché ou qui a de la peine. T'es jamais sûr que ça va bien finir parce que les émotions sont partout, là. Mais si à la fin, tu arrives à avoir ça, ben quand même, ça valait le coup de le faire. Tu sais, ça valait le voyage, même s'il a été difficile. Ouais, vraiment. Wow! Je vais continuer avec une question d'un de nos Patreon Guillaume. On a parlé de la police. Ouais. On va y revenir un petit peu. Il se demandait, dans le fond, est-ce que tu as eu l'occasion de voir une différence entre le travail des enquêteurs en France et au Québec dans ce que tu fais? Des différences, il y en a 1000, mais ils sont, dans l'ensemble, les enquêteurs sont tous très, très professionnel. Il faut se dire quand même qu'un enquêteur de police, où qu'il soit, c'est avant tout quelqu'un qui a un véritable savoir-faire. Une enquête criminelle, c'est une enquête c'est un travail de haut niveau. C'est un travail qui demande de l'intelligence, du doigté, de la finesse, etc. Donc, il n'y a pas une différence qualitative extraordinaire. C'est sûr que entre une centaine de crimes ou 200 crimes à Paris par année et 30 à Montréal, la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, elle a une expertise et puis elle existe depuis combien de centaines d'années, etc. Donc, il y a une expertise qui est là, qui est incroyable. Mais ça ne veut pas dire que les enquêteurs du SPVM ou de la SQ n'ont pas cette expertise-là. Il y a des différences qui sont plus, à mon avis, qui tiennent plus dans la façon dont sont organisés les corps policiers. En Europe, par exemple, et en France, moi, ça m'a beaucoup marqué, on rentre dans les corps policiers à différents niveaux. Moi, par exemple, je suis rentré inspecteur de police. C'était comme l'équivalent d'un détective, d'une certaine façon. Okay? Mais je suis rentré après avoir été à l'université, sans avoir d'ailleurs achevé complètement mon cursus universitaire, mais je suis rentré par un concours. Puis ce concours-là m'a permis d'entrer, non pas à la base comme patrouilleur en uniforme, mais comme cadre déjà, à un niveau au-dessus. Et au-dessus de moi, il y a d'autres gens qui sont rentrés à un niveau cadre supérieur, qui sont les commissaires, et qui sont finalement ce qu'on pourrait considérer comme un directeur aujourd'hui ici, et qui sont des gens qui sont plus des gestionnaires, dont certains sont quand même sur le terrain. Bon. Qu'est-ce que ça change? Ça change que, il y a des gens, moi, quand j'étais dans les corps de police, quand j'étais, par exemple, dans la lutte antiterroriste, dans mon groupe d'enquêteurs, mettons qu'on était entre 8 et 12 suivant les années, il y avait des gens qui avaient fait sciences politiques, il y avait des gens qui avaient fait histoire, il y avait des gens qui avaient fait des études plus de droit, comme moi. Okay. Donc, il y avait des profils qui étaient très différents. Et on avait des niveaux d'études qui étaient variés, mais aussi qui étaient un peu plus élevés que l'enquêteur, que le policier de patrouilleur. Et donc, ça a amené des discussions différentes, ça a amené un point de vue différent. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé que cette sorte d'appel d'air, là, cette façon d'enrichir la structure par des gens qui venaient d'univers différents, ça apporte, je veux dire, quand on est autour d'une table et qu'on vient tous d'univers différents, on va s'apporter des choses. Il y a moins d'angle mort. Exactement. Puis il y a moins d'esprit on est tous une petite gang, puis on sort pas on veut pas sortir de la logique de la gang, là. Donc ça, pour moi, c'est une grosse différence, effectivement, entre les systèmes nord-américains. C'est pas réservé au Canada ou au Québec ou autre, c'est beaucoup américain et nord-américain. Il y a cette question-là qui existe moins en Europe, où on rentre à différents niveaux et où ça enrichit quand même beaucoup la structure. Là, peut-être que je me trompe,
Mais, tu sais, ici au Canada, c'est le droit anglais. Ouais. Donc, c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Là, à moins que je me trompe, en France, c'est coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais, ça, c'est une caricature, mais... Mais c'est pas une grande différence de focus d'une enquête, le fait que c'est coupable versus innocent? En fait, c'est pas coupable, c'est le type de poursuite qui est accusatoire. C'est-à-dire qu'en France, on cherche à démontrer la culpabilité avant tout. Et le juge d'instruction, par exemple, qui est quelque chose qui est particulier au système du code criminel européen, là, parce qu'il est appliqué à peu près de la même manière en Espagne ou en Italie ou ailleurs. Le juge d'instruction, c'est quelqu'un qui avance en fonction de son idée, l'idée qui se fait du dossier. Donc c'est vrai que c'est très accusatoire. Là. On va considérer qu'un tel est suspect parce qu'on a trouvé des éléments qui le rendent suspect, puis ça va être à lui de démontrer son innocence. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme deux approches complètement inverses. C'est deux approches qui sont assez inverses. Puis au fond, le point le plus essentiel, c'est que c'est surtout au niveau du jugement. C'est-à-dire qu'en cour d'assises, qui est la cour criminelle en France, on va juger sur l'intime conviction. C'est-à-dire que les jurés vont décider si oui ou non ils pensent qu'un tel a bien commis le crime en fonction des éléments qui sont des fois des éléments factuels, des preuves, de l'ADN, de l'empreinte, etc., ou des éléments circonstanciels, comme on dit ici au Canada, qui sont des éléments qui laissent à penser que tu as pu participer de près ou de loin au crime. Et eux, ils vont décider en fonction de leur intime conviction. Ça, c'est très différent. C'est beaucoup plus différent que le système accusatoire ou pas, parce qu'au fond, ici, on est quand même sur un système où s'il y a le doute, raisonnable, il profite à l'accusé. Donc le doute raisonnable, au fond, en France, c'est pas du tout appliqué de la même façon. C'est plutôt, si on pense que tu as commis le crime, on va te condamner. Mais ça fait pas qu'il faut des preuves moins solides? Je sais pas, écoute, tu sais, ça prendrait une grosse étude sérieuse pour savoir. Ça serait un bon sujet, ça aussi. Ouais. Mais tu sais, des erreurs judiciaires, il y en a eu en France. Puis il y en a eu partout, là. Ben oui, c'est sûr. Et il y en a aux États-Unis, qui est un système très proche du nôtre, et il y en a des quantités industrielles aux États-Unis. Donc, est-ce que tel système produit plus une meilleure justice que l'autre? Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, je le sais pas. Je vais terminer avec une dernière question, Stéphane. Elle est mystérieuse, hein? Oui, c'est ça. Ah, t'as vu comme elle a fait le... J'espère que ça va être fort, là, comme dernière question. À la hauteur de ton... J'ai tellement d'autres questions, mais on pourra jamais... Ça va juste être trop long, alors il faut que je termine avec une dernière question que j'ai prévue. C'est, est-ce que tu aurais un conseil pour un futur podcasteur ou balado-diffuseur qui veut se lancer en podcast de True Crime? Dis-moi, là, c'est à mon tour, je veux lancer mon podcast de True Crime. Stéphane, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est le conseil que je donnerais à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans le podcast. C'est qu'est-ce qui te motive de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Est-ce que tu as un intérêt ou une compétence personnelle ou tu as une passion particulière pour le sujet que tu vas mettre de l'avant dans ton podcast? Si tu n'as pas ça, oublie ça. Parce que ceux qui vont bien le faire, ils l'ont déjà eux. C'est une infirmière ou un médecin ou une femme médecin qui va aborder un sujet sur la médecine, elle a la compétence, elle a la passion, elle a la connaissance, elle va mieux le faire que toi si tu es, je sais pas moi, un vétérinaire même, que tu es proche mais tu n'es pas tout à fait dedans. Donc la vérité c'est qu'il faut... moi, j'entends beaucoup parler des personas dans l'univers du podcast, du balado. Il faut une persona, il faut définir ton public, etc. Pars donc de toi avant de partir des autres. Si tu pars de toi, de ce que tu as profondément envie et acquis, et de ce que tu as envie de donner aux autres, ça va être infiniment mieux, plus sincère, plus vrai et plus efficace et plus utile aux autres que si tu te dis « Oh, le public a envie d'entendre ça, donc je vais leur livrer ça. » Ça, c'est pas bon. Déjà, tu pars sur des mauvaises bases. Et tout est là. Tout est dans le fait qu'il faut être authentique dans ta volonté de livrer un contenu. Si tu n'as pas cette base-là, ne le fais pas. Quoi que ce soit, quel que soit ton sujet. Encore plus peut-être le true crime. C'est vrai parce que, comme on le disait, on joue dans un univers qui est difficile, qui est délicat, qui est douloureux. Donc, il faut être vrai, il faut être authentique. Puis c'est difficile, puis on ne l'est pas toujours. Moi, des fois, je me suis vu, puis je me suis dit, est-ce que tu vas bien au bon endroit? Est-ce que, entre les intérêts de ton enquête,
les intérêts de la famille, les intérêts du diffuseur, les demandes d'un tel, l'objectif que tu vises. Tu sais, t'es comme toujours en train de tirer sur des fils en te disant, faut pas tirer trop fort sur un de ces fils-là parce que tu vas commettre une erreur, puis ça va avoir des conséquences lourdes. Donc, faut que ça parte de toi, faut que ça soit sincère. Puis si c'est ça, ça peut être bon. Ça sera peut-être pas bon, mais ça peut être bon. C'est un excellent conseil. Et la patience de bien s'informer. Oui, parce qu'il y a la beaucoup recherche, de... hein, Oui, c'est des sujets tellement, justement, sensibles puis complexes qu'il faut avoir une certaine patience, je pense, aussi. Ouais. Mais c'est un bon point, l'authenticité, parce que c'est souvent ça que je dis qu'on fait du podcast, c'est d'être authentique, mais c'est tellement des bons points. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Écoute, pour terminer l'entrevue, je vais juste rappeler quelques petits points. Tu seras au Festipod le samedi 16 septembre à 11h. J'espérais tellement que tu le rappelles, mais je l'aurais dit moi-même. Mais pour les gens qui aimeraient parce que moi, c'est sûr que je continuerai la discussion avec toi, mais à un moment donné, on a une limite de temps au Geekette, malheureusement. Mais si les gens aimeraient ça discuter avec toi, justement, de balado, tu vas avoir un atelier, en fait, sur la publicité dans les podcasts. Je vais vous faire gagner plein d'argent. Venez, vous allez gagner plein d'argent. On va y aller. T'es resté 2 secondes. Elle a fait une face, elle s'est dit, comment ça, c'est quoi ça? Je vais y aller. Viens. Mais on va pas parler de true crime au Festipod, on va vraiment parler de la publicité dans les podcasts, mais si les gens veulent venir te parler par la suite peu de true crime, évidemment, ils vont pouvoir venir te parler. Ça se passe à la Maison de la Culture Maisonneuve, au 4200 rue Ontario-Est ou au festipod.com. Est-ce que tu as des endroits... je sais que tu as ta page publique Stéphane Berthomé sur Facebook. Ouais. On peut te retrouver. Est-ce que c'est pas mal l'endroit où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, ou sur LinkedIn aussi. LinkedIn, oui, tu es très actif. De plus en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de facile, de clair, de moins fatigant que Facebook, bien que des fois ça devienne un peu aussi ma vie, mon œuvre, là, tu sais, sur LinkedIn. Mais oui, LinkedIn, c'est pas mal, ou sur Instagram aussi. Puis venez me parler, écrivez-moi. Mon adresse courriel, vous la trouvez facilement. Écrivez-moi si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec les uns et les autres. Parfait. Pour terminer, je vais te demander tantôt de signer le livre Dupont, l'incorruptible. C'est la fête de Martine ici. On ne l'a pas mentionné au Geekette. Est-ce qu'on l'a mentionné? Je pense que non, hein, Martine? Non, on ne l'a pas mentionné sur l'épisode. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, je vais te demander de signer ça pour Martine. Ça va être un petit cadeau pour toi, Martine. Est-ce que je vais apprendre des nouvelles choses qui ne sont pas dans le balado? Oui. Oui. OK, j'ai encore des nouvelles choses qui ne sont pas dans le balado. Et, d'ailleurs... j'ai amené des petits cadeaux. C'est donc excitant! C'est pas grand-chose, là. C'est ta fête pour vrai, Marc-Caroline! Comme j'étais à Denver, puis j'ai trouvé des petits... Regarde, c'est Buzzsprout qui fait des petites poignées de porc. Ah, c'est donc bien cute! En disant, soyez tranquille, je suis en train d'enregistrer mon podcast. C'est parfait! Alors, j'ai amené ça. C'est vraiment drôle. Je vous ai amené des petits autocollants, mais je vous donnerai ça après, des petits stickers. Parfait. Nous aussi, on a des autocollants qu'on va te donner. On échange d'autocollants. Ah, échange d'autocollants. Super. Merci pour cette invitation, c'était vraiment cool. Merci à toi, c'était super. Et puis, merci. Merci. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des Geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Bonjour Martine. Allô Fanny. Est-ce que j'ai dit que c'était ta fête aujourd'hui? Oui, tu l'as dit. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit. Ah, je m'en souviens plus. Mais tu vas encore me faire rougir. Mais non, retour au sérieux quand même. Aujourd'hui, tu vas nous faire une chronique. Je lis, je joue, j'écoute, c'est pas ça. Je regarde. Je regarde. Mais oui. Mais écoute, j'ai eu des vacances, fait que j'ai eu le temps de toucher plus de produits de la culture populaire. Donc, je me suis permis de refaire le populaire je lis, je joue, je regarde. Mais oui, c'est très populaire, je confirme. Donc, pour Stéphane, comme il connaît pas le concept de je lis, je joue, je regarde... Oui, parce qu'elle a décidé de rester parmi nous. Ben oui. C'est qu'habituellement... Oui, pour vous embêter un petit peu. Exact. Un petit peu de pression. Habituellement, on fait une chronique un peu plus en profondeur sur un sujet d'environ 10 à 15 minutes. OK, parce qu'avant, c'était pas un sujet en profondeur. Non, par rapport aux chroniques des geekettes. Fait que là, quand je fais un je lis, je joue, je regarde, je vais moins en profondeur. Fait que, mais je parle de 3 produits, c'est plus des petites chroniques rafales, juste comme voici c'est quoi, pourquoi j'ai aimé ça. On passe au prochain. Merci, bonsoir. Il y a beaucoup de contenu culturel. Là, exact. Ouais. OK. Donc, et t'as quelque chose pour moi? Oui, que je garde pour la fin, c'est le je regarde. Donc, le je lis.
J'ai reçu un magnifique cadeau à Noël que j'ai enfin pu prendre le temps de découvrir. Je suis même juste à la moitié parce que je déguste chacune des pages. Et c'est Jean Leloup, Des grands instants de lucidité. C'était fait par Olivier Boisvert-Magnan. Vous le connaissez probablement, il est recherchiste et chroniqueur à Ici Musique et il a été aussi longtemps journaliste culturel pour Le Voir jusqu'en 2020. Feu voir. Exact. Fait que Ouais. sûrement que vous le connaissez de là. C'est sorti aux éditions Les Malins et paru en 2022, donc très récent. Ouais. C'est pas une biographie à proprement dit, dans le sens que Jean Leloup n'a pas participé à ce livre. Et ce n'est pas genre Jean Leloup est né telle date, il s'est marié, il a fait telle affaire. On touche pas à ça, mais aucunement. Chacun des chapitres, c'est un de ses albums. Et ça décrit le processus de création. Parce que dans le fond, ils ont rencontré les musiciens avec qui il a créé les albums, les producteurs, les gens en studio. Et Jean Leloup a collaboré avec énormément de personnes. C'est un artiste solo et non pas un groupe. Et ça paraît sur chacun des... Parce qu'on a un nouveau guitariste, un nouveau bassiste, on change en plein milieu. Tu sais, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont côtoyé et qui parlent de leur expérience. Puis il y a une longue carrière aussi. Donc, oui, tu rencontres plusieurs personnes à ce moment-là. Exactement. Il y a aussi beaucoup de documentation qui a été faite à partir... tu sais, il a réécouté des anciennes entrevues à Musique Plus, il a relu des articles de journaux. Fait qu'il y a beaucoup de la documentation qui vient de là. Puis, comme je disais, chacun des chapitres représente un album, mais aussi visuellement. Fait que donc, quand on est dans le dôme, il y a beaucoup de fleurs en arrière-plan, beaucoup de jaune. Comme la pochette. Exact. La typographie change. Donc, dans la vallée des réputations, la typographie va être plus un peu comme un shérif, comme des western spaghetti. Fait que le visuel aussi appuie le sujet à proprement dit de l'album. Comme disait le technicien François ici, c'est un livre table à café. Oui, ah non, c'est magnifique comme livre. Là. Pour vrai, c'est de toute beauté. Puis, Fanny, oui, c'est pas qui a participé aussi à ce projet-là. Parce que non seulement on parle des artistes avec qui il a travaillé, mais il y a aussi beaucoup d'artistes québécois qui parlent de comment Jean Leloup les a influencés à chanter en français. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient chanter en anglais, mais que Jean Leloup les inspirait à ne pas faire. Donc, qui tu penses qui a participé à ce livre-là, Fanny? Qui te fait vibrer, là? Est-ce que ce serait un certain Steve Dumas, par hasard? Oui! Est-ce que je gagne quelque chose? Ben, mon respect. Ah, ben je vais le prendre, Martine, c'est parfait, ça. Puis, on a aussi Hubert Lenoir qui fait la préface. Très cool. On a Loud, Salomé Leclerc. Écoute, il y en a plein d'artistes qui ont participé à ce livre-là. Oui. Non, mais j'ai une petite question. C'est toujours étrange, non, un livre sur quelqu'un sans que la personne y participe complètement. Est-ce qu'on sait si Jean Leloup il a dit « Ouais, faites ce que vous voulez, ça me regarde pas » ou... Il n'a jamais répondu de ce que je comprends. OK. C'est tellement Jean Leloup. Oui, c'est classique Jean Leloup. Ouais, je m'attends à ça de Jean Leloup, moi, rien de moins. Faites ce qui vous plaît. Ouais, puis c'est pour cool. ça qu'il explique, Olivier, au début de son livre, justement, en disant « Écoute, Jean Leloup, il appuie pas ce projet-là, tu sais, mais il a pas non plus pas appuyé le projet. » Comme... Ouais, ni pour ni contre. Il est ni pour ni contre. Ils savent pas, tu sais. Mais en tant qu'artiste, je trouve ça bien. Ah, tu veux faire quelque chose sur moi d'artistique? Vas-y. Non, mais il a pas dit ça non plus, tu sais. Non, même pas, il a juste il a pas rien répondu. dit. C'est ça. Incroyable. C'est spécial Incroyable. quand même. Ouais, Hein? quand même. Non, mais c'est en vrai même que c'est temps, spécial. le persona, comme on a parlé tout à l'heure, ça fait partie de l'image. Je pense pas que c'est calculé, mais c'est ça à quoi on s'attend de Jean Leloup. On l'a tout dit, classique Jean Leloup. C'est ce qui fait ou qui fait pas. Mais c'est aussi ce qui est intéressant du livre, c'est qu'on n'est pas dans les clichés de « Ah, Jean Leloup, c'est un fucké, c'est un si... » Non. Tu sais, ils sont comme « Hey, cette chanson-là, voici comment qu'on l'a conçue, voici quelle idée qu'il y a eu, combien de temps d'enregistrement ça a pris. » Tu sais, puis des fois, ils font des comparables avec ce qu'ils ont connu d'autres dans l'industrie. Ils sont comme... Tu sais, le temps de studio, je dis n'importe quoi, j'ai pas les chiffres exacts, mais disons, un artiste, en général, va prendre 1 à 2 semaines. Lui, il a pris 9 mois. Tu sais, c'est intéressant aussi de voir ce regard-là. Puis en fait, c'est un peu l'histoire de chacun des musiciens qui ont participé
à ses albums et pas juste l'histoire de Jean Leloup, tu sais. Puis ils disent pas il était comme ci, il était comme ça, c'était plus comme hey, on s'est rencontrés une fois dans un café, il m'a dit hey, on peut jammer ensemble, on a commencé tel riff. Tellement une affaire de ça musicien, a donné quelle chanson. Tellement une affaire de musicien. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment le fun parce que, évidemment, j'ai beaucoup écouté Jean Leloup quand j'étais jeune. Fait que tout au long du livre, j'avais toujours les mélodies en tête, puis les chansons, puis là, j'ai juste envie d'en réécouter plein, tu sais. Puis, mettons, là, que je vous dis comme ça, la brûle pour point, là. Mm-hmm. C'était quoi votre chanson préférée de Jean Leloup? Je savais que tu allais poser la question. La Vallée de Réputation est quand même cool. Ouais. Moi, c'est celle que j'aime. Moi, j'ai beaucoup écouté cet album-là, qui est un petit peu... J'ai pas écouté le Dôme incroyablement. Toi, Stéphane, ce serait laquelle? Ouais, La Vallée des Réputations. Je trouve qu'elle est très forte, tu sais. Mais en même temps... Mélodiquement. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, elle est comme très construite, mais ça se sent pas quand tu l'écoutes. C'est comme... ça roule. Là, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ça fait partie de mes préférés. Moi, comme toujours, je vais choisir champ gauche. Je vais dire Les Papillons. Personne ne la connaît ou presque. Non. Non, c'est vrai, je la connais pas. Je la connais pas, mais je connais pas beaucoup sa discographie tant que ça. Aucun. C'est genre En fait, la raison pourquoi j'ai accroché à cette chanson, c'est qu'elle est sur l'album live de la mort de Jean Leloup, quand il est décédé la première fois. Oui. Puis il l'a fait live, puis c'est juste lui et une guitare sèche. Puis je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire, mais voir 2200 personnes pas dire un mot pendant 4 minutes, puis juste un gars avec une guitare, pas d'autres musiciens, pas rien. Juste ça, c'est accrocheur. Puis quand l'album est sorti, ben j'ai accroché à cette chanson-là. C'est ça. Puis moi, Martine, oui. Ben moi, c'est sur l'album Vallée des Réputations, mais c'est la chanson Promeneur, que je trouve qu'il y a une magnifique poésie. Donc, mais, fait que, tu sais, je vous dirais, ce livre-là, tu sais, par la qualité du produit, tu sais, des images, on en a parlé, là, avant que je commence ma chronique, là. J'ai pas la valeur du livre, j'ai pas fait la recherche, malheureusement, avant l'épisode, mais c'est un beau livre à offrir en cadeau, je vous dirais, là. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Jean Leloup, on peut lui offrir ça sans problème. Ça se lit bien. Ça nous ramène dans toutes ces magnifiques chansons. Ouais. Puis, ça se lit vraiment facilement. Oui, je confirme. On l'a eu en physique, là, les geekettes, on l'a vu ici. Là, donc, c'est très, très beau. Ouais. Donc, ma recommandation lecture était ceci. Maintenant, je joue. Écoutez, j'avais parlé au dernier épisode, ou l'avant-dernier épisode, qu'il allait avoir l'événement No Reset, qui était qui faisait du speedrunning, donc terminer un jeu le plus rapidement possible. Ils faisaient ça pour ramasser des fonds. Et là, vous pouvez aller voir chacune des parties sur leur Twitch. Ah, c'est disponible. Oui, à No Reset Speedrun. Puis ils ont même fait des segments des meilleurs moments. Et là, j'ai commencé à en écouter plein. Et ils ont fait un speedrun de Super Mario Land 2, 6 Golden Coins au Game Boy. Et là, je faisais juste penser à ça. Ça faisait 15 ans à peu près, 15 ans, peut-être même 20 ans que j'avais pas joué à ce jeu-là. Puis je suis comme, ah, il était bon ce jeu, là. Puis là, je faisais juste penser à ça, ça me hantait. Fait que je me suis dit, hey, c'est un jeu d'à peu près 2 heures, je peux bien me gâter. Puis là, en plus que j'ai eu ma nouvelle Analog Pocket dont j'ai parlé, je me suis dit, je vais pouvoir m'installer sur ma galerie avec l'Analog Pocket, une petite bière et faire... Timing parfait. Fait que je me suis relancée là-dedans. Vous devez tous connaître probablement, ceux qui aiment les jeux vidéo, c'est un jeu de Game Boy sorti en 1992, publié par Nintendo. J'avais 7 ans. Mais sûrement 6 parce que c'est sorti au début de l'année, si je me trompe pas. C'est un des plus grands succès de la Game Boy. Il y a eu 10 millions de copies vendues. Pardon? Ouais, et là... Wow! Si vous avez plus de Game Boy ou vous voulez pas acheter le jeu physique, mais il est disponible sur la Nintendo Switch Online, donc vous pouvez redécouvrir ou découvrir ce grand classique sur votre Switch. On n'a pas de raison de pas y jouer finalement. Exactement. Puis en plus, la grande nouveauté à l'époque, tenez-vous bien, le jeu sauvegardait automatiquement après chaque niveau. Technologie, merci. Maintenant, c'est pris pour acquis, mais à l'époque, là, t'étais content en maudit que ça sauvegarde. Pas obligé d'écrire un petit password A, B+. Même pas. Je me rappelle qu'on créait des noms à n'en plus finir pour sauvegarder, tu sais, puis t'arrivais à des trucs tu savais plus quelle était la bonne sauvegarde. Exact. Tu devenais fou parce que tu disais, si je recharge la mauvaise sauvegarde, je repars en arrière. Mais... c'était vraiment fantastique de Nintendo d'avoir créé ça. Et là, pour ceux qui ne le sauraient pas, si votre sauvegarde ne fonctionne plus sur votre copie de l'époque, il y a une batterie à l'intérieur.
Donc, si vous avez un fer à souder, c'est vraiment simple d'enlever les soudures et remettre une batterie. Si vous n'avez pas les compétences, ne vous en faites pas. On fait ça chez Rétro Montréal. Mais pour vrai, c'est pas parce que je veux faire de la pub, c'est juste qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ça. Puis... Tant qu'à briser ton appareil, viens ici. Exact. Puis, tu sais, puis on charge 10 $, puis ça comprend le prix de la batterie. Là. Puis on s'entend, le prix de la pile, c'est à peu près ça. Là. Fait que ça vous permet de refaire des sauvegardes automatiques. Et c'est le moment où Stéphane te félicite de faire de la publicité dans ton podcast. Mais ça me rapporte pas d'argent, malheureusement. Ça peut s'arranger. Donc, qu'est-ce qui était le fun aussi de ce Mario Bros-là? C'était que tu choisis en tant que joueur l'ordre des mondes. Tu commences par le monde que tu veux. Il y en a 6, donc d'où le titre 6 Golden Coins. Et une fois que tu as obtenu les 6 pièces, ça te permet de débloquer le château final où l'ennemi juré de Mario, ce n'était pas Bowser. C'était qui à l'époque? Est-ce que vous vous rappelez qui était l'ennemi juré de Mario? Wario. Exactement! C'est ça, je pense. Le Némésis de Mario. Bravo. Fait qu'on revient dans le temps avec... Il faut combattre Wario à la fin de l'aventure. Et là, en me replongeant là-dedans plusieurs années plus tard, j'ai découvert à quel point ce jeu-là était rempli de créativité. C'est comme si un moment donné, on avait moins été créatif. Je sais pas, c'est fou, là. Tu sais, un moment donné, on est à l'intérieur d'une baleine. Puis là, quand on passe, je sais pas trop c'est quoi, c'est comme si c'était, je sais pas, son estomac, je sais pas trop, on tombe lentement. Il y a un niveau qu'on va dans l'espace, puis la physique est complètement changée. Tu sais, tu sautes très lentement, puis plus haut. Il y a des ennemis qu'on n'a plus jamais revus. On se bat contre les 3 petits cochons à un moment. Ah, c'est donc bien drôle. Puis c'est... Ils étaient sur les champignons. Oui, mais ça le fait un jeu incroyable. Puis il y a le monde miniature, on est aussi gros qu'une fourmi. Tu sais, mais ça, ils l'ont refait un peu aussi dans Mario Bros 3. C'est intéressant, fait qu'ils ont essayé dans des choses qu'on n'est pas habitué de voir dans des univers de Mario. Oui, puis c'est un jeu qui est extrêmement bien vieilli. Les contrôles sont intuitifs, ils sont simples. Et Fanny, c'est un jeu que tu pourras jouer parce que c'est très accessible. J'aime ça. Chacun des niveaux a un checkpoint au milieu que tu peux recommencer si tu meurs. Super. Déjà, j'aime ça. À la fin ça va arriver souvent. Là, exact. Mais c'est pour ça, à la fin des niveaux, si tu touches la petite cloche en hauteur, ça t'amène dans un niveau bonus où tu peux gagner des vies pour t'aider. Et il y a aussi des niveaux secrets qu'il faut trouver. Et dans les niveaux secrets, ils servent à quoi? À rien. Sauf que, exact, t'es fait juste par pur plaisir. Et il y a beaucoup de dollars dedans et de vies supplémentaires pour t'aider dans ton aventure. J'aime que tu penses à moi, Martine, quand tu joues aux jeux vidéo. Puis là, avec l'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Aller dans un niveau bonus pour gagner plus de vie. Fait que tout est là pour t'aider. C'est un jeu très, très, très accessible. Il y a des mini-chemins alternatifs aussi dans chacun des niveaux, donc les gens comme moi qui aiment aller tout explorer. C'est le fun parce que tu découvres toujours des petits endroits cachés, mais c'est simple. Ça reste un niveau quand même de plateforme, là, que du point A au point B, mais avec des petits mini-chemins alternatifs, des niveaux cachés secrets. Est-ce qu'il y a pourcentage qui dit... Même pas! C'est vraiment par pur plaisir. Okay. On va à la base. Okay. Fait qu'on parle de 32 niveaux si on les fait tous. Ça l'a extrêmement bien vieilli. C'est un plaisir à l'état pur. Puis je pense que je vais me permettre de le faire à chaque année maintenant. Un petit 2 heures. Ça se fait exactement. Bien. Ben oui, durant le temps des fêtes. C'est pas pour rien que j'en rêvais pendant une semaine. Oui. Donc, merci No Reset de m'avoir redonné la flamme de ce jeu. Des questions? Ben non, c'est super. Ça t'a donné le goût de prendre la Switch, hein? Oui, vraiment. Je vais lâcher Animal Crossing, puis je vais m'y remettre. Exact. Et là, je regarde. Je savais pas quelle série parler, mais je savais qu'on recevait Stéphane. Je me suis dit, il faut que je prenne quelque chose qui a une petite touche criminelle. Donc, je suis tombée sur la série Inside Men, qui est une mini-série britannique de 4 épisodes de 60 minutes. Initialement, c'est sorti sur BBC One, mais maintenant disponible sur Netflix. Et Patreon François, avec nous ce soir, est un grand fan de David Tennant. Donc, c'est la raison pour laquelle il voulait qu'on écoute cette série-là également. Qui est David Tennant? Il a été un des nombreux Doctor Who. Oui. Il a fait Broadchurch. Et c'est aussi Barty Croupton dans Harry Potter. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. Mais il fait aussi le méchant dans Jessica Jones aussi. Oui. J'ai pas écouté Jessica Jones, mais j'ai lu ça sur Jessica Wikipédia. Oui, je confirme. Il est incroyable. Et ça met aussi en vedette Stanley Tucci ou Tucci. Qu'est-ce qu'il faut dire, Tucci ou Tucci?
On va le dire Tucci aujourd'hui, Tucci. mais ça se peut qu'on change éventuellement notre manière de le dire. On a vu principalement dans Hunger Games. Il était l'animateur des jeux Hunger Games. Oh. Il a fait la série Freud que je n'ai pas écoutée. Et, Avec la même coiffure que dans Hunger Games ou... Non, là, il est complètement chauve dans C'est un celle-là. peu intense dans Hunger Games. Ouais. C'est vrai, ouais, alors quoi. Mais au début, je suis Les comme... tenues vestimentaires aussi. Mais je me disais, il me dit de Ouais. quoi? Il me dit de quoi? Il me dit de quoi? Puis j'arrivais pas à mettre le nom dessus, mais c'est ça, ils m'ont complètement eu là, avec les cheveux chauves. Ben là. Mais puis il a fait aussi le diable s'habille en Prada. Ça brille en Prada. J'ai l'image, c'est drôle. Donc, tu sais, on s'entend, là, c'est une mini-série, 4 épisodes, je vais pas trop en divulgacher, comme Oui. on dit ici aux geekettes. Donc, le synopsis, je vous le lis, tel qu'écrit sur Wikipédia. Harry Watling est un pasteur anglican britannique, marié et père d'un adolescent. À la suite d'un quiproquo au sujet d'une clé USB, il se voit contraint de séquestrer la tutrice privée de mathématiques de son fils. Donc ça, c'est ce qui se passe en Angleterre. Simultanément, aux États-Unis, un ancien prof de criminologie condamné à mort attend son exécution. Il vit ses derniers jours en aidant une journaliste qui souhaite lui consacrer un article à obtenir des pistes de solutions vers la disparition de la prof. Intriguant. C'est très intriguant. Oui. Donc, si on s'entend, c'est un thriller. Oui, tout à fait. Avec Oui, un oui. Il n'y a synopsis du genre. aucun doute là-dessus. Mais comme beaucoup de séries britanniques, c'est quand même rempli d'un humour noir. Là. Fait que tu sais, c'est un thriller, mais... Ouais, je vois genre. Ouais, mais c'est quand même cocasse parce que c'est un peu exagéré, là, on va se le dire. Là. Ça te met... C'est des mises en situation, des fois, complètement absurdes avec ce qui se passe avec le pasteur et la tuteure. Et également, ce qui se passe aux États-Unis avec le condamné à mort, lui, il aide d'autres gens à résoudre des crimes. Et c'est qu'il y a une capacité d'analyse qui est comme un peu différente des autres, il réfléchit pas de la même façon, puis il arrive à des conclusions que d'autres sont pas arrivées, et des fois qui sont tout aussi cocasses. Fait que c'est comme un peu le côté... Un genre de Sherlock Holmes, un peu... Non, Genre... pas tant. Oui, quand même un petit Ouais. peu. Il déduit des choses. Tu vois faux. pas, ok. Tu Non, vois c'est pas mal. où est-ce, puis là, finalement, il dit « Ah, mais j'ai vu ça. Ah oui, d'accord. » Comme la fille, il la juge quand même très tôt, tu sais, quand elle vient le voir. Là, C'est vrai. il la juge, puis il lui dit non, mais tu sais, en gros, il lui dit tu pas- viens pas pour les bonnes raisons, puis Pas reviens, sympathique. là, reviens ouais. si c'est pour les bonnes raisons. C'était un petit côté déduction. Oui, puis, tu sais, lui, justement, il est condamné à mort, mais c'est pas un tueur en série, là. C'est vraiment un prof de criminaux. Puis c'est un peu ce qui explique, puis qui est le fondement de la série, c'est qu'il dit, en fait, tout le monde peut devenir un tueur si t'es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Puis il parle pour lui aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais exactement. Puis, tu sais, on a beau dire, non, je tuerai jamais, mais... Tu sais, des fois, pour défendre quelqu'un, ou... Tu sais, on sait pas ce que l'humain peut être capable de. Puis tout le monde se dit qu'il ferait pas ça. Mais des fois, il y a des situations, justement, dans la vie qui font que ça pourrait arriver. Fait que c'est un peu ce qu'on voit qui se passe aux États-Unis, c'est que le pasteur, ben non, c'est pas un psychopathe, là, ce gars-là. C'est quelqu'un de tout à fait normal, mais là, qui est mis dans une situation qui fait qu'il sait plus comment s'en sortir. Fait Il que y a là, quand même des drôles de réactions. oui, quand même. on va pas dire des choses, mais quand même, il y a des drôles de réactions. Tu sais, Stéphane, tu as vu la série? Ben, Mais- est-ce que je dois le dire? Oui, tu dois le dire que tu Je l'ai m'as pas jugé vu, un je petit l'ai peu. pas vu au complet. Ben, c'est parce que Tu j'ai as vu lâché quelques prise. épisodes. En fait, ouais, j'ai ouais. lâché prise en cours de route. D'abord, il y a énormément de stock. En fait, en t'écoutant le raconter, je vois les deux pans du puzzle se dessiner en même temps et je réalise qu'il y a beaucoup de stock. Parce que d'un côté, tu as le gars en prison, le criminologue, avec l'histoire de la fille, la journaliste, etc. Mais de l'autre, tu as le pasteur anglican, avec sa famille, sa femme, son fils, puis le gars qui, bon, tu sais, toute l'histoire Avec de qui la... le quiproquo C'est ça, de le la clé USB. Ouais, c'est ça, le quiproquo de la clé USB, où il prend une responsabilité qui, honnêtement, moi j'ai un problème, c'est parce que je suis, par déformation professionnelle ou personnelle, très, très, très difficile, mais tellement difficile que ma femme a du mal à regarder une série télé avec moi, parce que où je vais dire, ben non, là, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens, il fait ça, puis l'autre, il manipule une arme, puis là, ça me rend fou, parce que
Ça peut pas marcher comme ça quand t'as le chargeur engagé, pas de munitions, il va se bloquer ton truc, tu peux pas. Bref. Puis ça m'énerve, puis où je regarde ça, puis je dis, bah oui, c'est sûr, là, il nous montre ça, dans 10 minutes, tu vas voir que ça va ressortir avec ça, puis c'est ça qui arrive. Donc, c'est fatigant, je suis fatigante. Ouais. Et ça, je le sais, là. C'est drôle parce que ça me rappelle, moi, mon chum, en fait, il a déjà designé... En fait, il connaît beaucoup les armes à feu. Ouais. Puis souvent, dans les films, il va les voir parce qu'il a designé des armes à feu dans les jeux vidéo, il a dû s'informer. Ouais. Là, il les voit, il dit « Ah non, tu peux pas faire... Ah, ça n'existait pas à cette époque-là. Oui. Ah non, ça, tu prends pas ça comme ça. » Là, c'est vraiment... Il faut lâcher prise, c'est un passe-temps. Ça te fait sortir du mood. Dit-elle, tu sais, quand elle parle de Mario, elle parle de Mario comme si elle allait l'épouser, tu sais. Mais elle dit « Ah non, c'est un passe-temps. » Mais tu l'as dit, pour faire du podcast, je vais être passionnée de notre sujet. T'es dedans. Mais bref, donc ça pour dire que oui, ça m'a un peu achalé des choses. Puis je sais pas ce qui m'a le plus turn off, là, si c'est le criminologue en prison qui donne des leçons de morale à la journaliste ou si c'est le prêtre anglican qui se met dans une situation dont il pourrait sortir assez facilement. Tu sais, moi, je trouve qu'il pourrait sortir assez facilement de la situation sans pour autant que ça soit incriminant parce qu'il protège quelqu'un, etc. Mais là, tu sais, il est prêt à tuer quelqu'un quasiment. Là, tu sais, je veux dire, ça a mal tourné leur histoire là. Non, là, j'ai décroché, j'avoue. Mais je vais m'y remettre. Mais je peux comprendre parce que... je veux faire amende honorable, puis je vais réessayer. Ben non, mais regarde bien, Stéphane, ici, mon écriture. Point négatif, quelquefois exagéré. Ouais. Tu vois? Mais oui, on est d'accord. Ça fait du sens. Exactement. C'est que moi aussi, le côté du condamné à mort, moi, il n'y a rien qui m'a déplu de ce côté-là, parce qu'il y a comme la relation aussi avec un autre détenu qui se lie d'amitié, puis il y a plusieurs dialogues comiques. Et lui, il est bon. Heureusement qu'ils sont là tous les deux, parce que lui, il vient apporter un recul il vient dédramatiser le jeu du gars. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Fait que la relation qu'il y a entre les deux, il y a comme rien qui m'a déplu de ce côté-là, puis je trouvais ça cocasse, les conclusions des crimes que tu sais, lui, il apporte quand il aide des gens à résoudre des crimes. Mais il faut le prendre comme un divertissement aussi. Ça. Mais par contre, c'est ça, c'est que du côté du pasteur, moi aussi, il y a plusieurs moments que je suis comme, ben là, franchement... Ben oui. Roulement d'yeux ici, on le voit pas à l'audio. Là, ah oui, mais c'est parce que, tu sais, des fois, t'es comme, tu sais, pour vrai... Mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu irais juste expliquer à un policier, puis je pense que ça se gérerait... Ben surtout que, on se rappelle, notre entrevue tantôt... Oui. On est en Angleterre, donc c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui, tout à fait, oui. Fait que, oui, il y a plusieurs moments où il pourrait s'en sortir. Moi, je serais toi, je me méfierais. Si tu savais le nombre de fois qu'on m'a dit ça. Technicien Marie, 19 ans de mariage, avec sa connaissance des affaires criminelles. Ouais, c'est souvent les personnes les plus proches. Hein, tout à fait, malheureusement. Donc, mais c'est ça. Fait que oui, il y a plusieurs moments où je me disais, ben voyons, c'est un peu exagéré. Ouais. Mais d'un autre côté, je me disais, ben justement, ils veulent montrer que ça pourrait arriver à n'importe qui. Puis je me dis, peut-être qu'il vient un moment où tu réfléchis plus. Tu sais, il est vraiment... Puis je suis comme, peut-être que c'est juste ça, il réfléchit plus, il sait plus comme où donner de la tête. Puis, encore une fois, avec qu'est-ce qui se passe de ce côté-là aussi, moi, ça m'amenait à réfléchir, ben qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait? Tu sais, comme, dès qu'il mettait dans l'engrenage un peu plus loin... Je suis comme, j'arrêterais, tu sais, comme, c'est ça, on dirait que ça m'apportait des réflexions un peu comme quand je parlais de Beef puis l'enjeu de la colère. Ouais. Une autre série de Beef où est-ce que, c'est ça, c'est des gens qui se mettent en colère rapidement. Exact. Et là, je veux pas casser le mood, mais il n'y a pas une histoire. Il a son téléphone portable à elle dans la maison, là. Oui. Donc l'affaire, elle est pliée, là. Oui. La police fait le bornage du téléphone portable. Il apparaît mais elle n'est pas déclarée disparue, la dame? Non, je sais, mais quand ils vont s'apercevoir qu'elle est disparue, ils vont comprendre que le téléphone portable est resté pendant tant d'heures à la maison du pasteur. Puis là, accroche-toi le pasteur pour t'en sortir. C'est fini. L'affaire, elle est faite déjà à partir de ce moment-là. Pardon, je casse le... Non, un peu, mais moi, c'est ça qui m'achale. Je sais que c'est... Mais c'est vraiment une déformation. Mais oui, mais d'un autre côté, il est prêt, il veut être le coupable en même temps aussi. Il assume le fait que c'est correct si ça se termine, qu'il est coupable, puis il finit en prison toute sa vie. T'sais. Oui, mais il veut s'en sortir en même temps. Effectivement. Mais d'un autre côté, ce que je trouve quand même intéressant, oui, c'est vrai qu'avec plusieurs indices, on pourrait
c'est fini, là. Ça prend quelques secondes. Mais le commun des mortels, ils savent pas quoi faire si jamais tu ben oui, il y a le côté... Non, mais c'est vrai. Ce qui n'est pas ton cas, il faut le dire. mais c'est vrai que le côté humain... C'est incriminant, Martine. Mais de l'autre côté, c'est très théâtral. C'est littéralement une pièce de théâtre où, à la fin, on fait « Hey, on lève la couverte, on vous montre le mécanisme, il y a une morale. » Tu sais, je pense qu'il y a un petit peu de ce côté-là du théâtre de l'absurde qui vient jouer dans la série. Mais je suis sûr je suis d'accord. Au fond, tu sais, il faut être capable d'accepter une partie du contrat. Ouais, exact. Tu sais, je regarde en ce moment une série qui a rien de criminel, quoique il y a quand même un petit côté crime là. Il y a un terme of disbelief, là. Il y a un terme en anglais là. Mais tu sais, il faut être capable de faire accepter l'inacceptable. C'est ça la difficulté de la scénarisation. Puis il faut être capable de se dire, là, est-ce qu'ils vont le gober, le truc? Est-ce qu'ils vont l'avaler, la pilule, là, tu sais? Mais il y a une façon de l'amener. Tu sais, comme je te disais, je regarde un truc qui s'appelle Ragnarok. Ça se passe en Islande, je pense qu'en Islande. Puis c'est un jeune gars qui découvre qu'il a des pouvoirs comme Thor, là. Il est capable de balancer un marteau à 3 km de distance. Puis il faut... Si tu acceptes le truc, déjà, tu rentres dans l'histoire, OK? Mais il faut que et ils arrivent à te le faire accepter. Bon, évidemment, dans la fiction, la science-fiction, c'est plus facile parce que le postulat de base, c'est que tu sais que tu vas rentrer dans une histoire qui est irréaliste en tant que telle. Alors que là, on joue dans le côté réaliste, mais on va te faire gober des choses irréalistes. Donc, c'est beaucoup plus dur. Mais il y a une façon de le faire qui fait que ça passe ou ça passe pas. Et c'est là, c'est vraiment un talent incroyable qui était d'arriver à te faire gober un truc alors que c'est complètement irréaliste dans une situation réaliste. Mais tu sais, nous, on l'a vu un peu du côté humoristique. Ouais. c'est que nous, on était comme, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle. C'était caricatural, dans le fond. Ouais, oui, exact. C'est très caricatural. Ça se prend pas au sérieux. Ça se prend. Puis, tu sais, on s'entend, c'est 4 épisodes. Fait que, tu sais, je pense... C'est cool. Jugez donc par vous-même. Écoutez-le, regardez-le. Puis, est-ce que tu peux répéter le titre? Ils appellent ça une série fermée. Tu sais, c'est 4 épisodes, il n'y aura pas d'autres saisons. C'est comme un graphic novel, mais en série. Un roman graphique. Mais je veux juste dire que, par contre, j'ai trouvé la finale très bien ficelée. Ça, c'est un bon point. C'est que, vraiment, la finale, tous les blocs rentrent en place. OK. Et la finale est intéressante. Ben, tu me réconcilies, tu vois. Parce qu'il n'y a rien de pire que de finir et de se dire « Je me suis vraiment fait avoir ». Il faut que tu continues. Non, mais tu sais, le gars, il se réveille et tout ça, c'était un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Ça, c'est la pire. Ça, c'est vraiment le Ouais, scénariste qu'il ça, faut non. mettre contre un mur et le fusiller. Je te jure, là, ça me met dans une bon rage. Bon moment, bon timing. Ça me met dans une rage. Le truc où à la fin... Là, j'ai regardé une série où... écoute, la thématique, déjà, il faut vraiment avoir du courage pour se lancer là-dedans. Pardon, je prends la carte là-dessus, mais tu sais, ils revivent le jour de la journée de la marmotte. C'est un couple, ils se réveillent dans un lit tous les matins, puis ils sont attaqués par des gars, puis il y a une machine à remonter le temps. J'ai vu ça. Je me rappelle plus du nom, mais la machine les renvoie tous les matins au même. Bon, la thématique qu'on a déjà vue avec Tom Cruise et autres, ou la journée de la C'était marmotte. français, ça, non? Ouais. C'est un film français. Je suis pas sûr. Ou la journée de la marmotte. Bref, tout ça. OK. Donc, tu acceptes le truc, OK? Sauf que à la fin, puis désolé si vous voulez le regarder, mais à la fin, tu finis sur la 1000e journée et ça s'arrête là. Il n'y en a pas de fin. La style d'histoire s'est déroulée 2000 fois et c'est toujours pareil. Je me rappelais même pas de la fin, tu vois comment ça m'a pas marqué. C'est ça. Et là, je me dis, OK, mais là, je me suis vraiment fait fourrer. Et le scénariste, il faut vraiment le renvoyer. Ouais, Désolé d'être aussi dur. Pas de conclusion. Mais c'est le pire travail de feignant que tu puisses faire en tant que scénariste. Puis je parle en connaissance de cause parce que tu t'arraches les cheveux pour finir un épisode d'un podcast qui soit punché, puis qui soit vrai, puis qui soit bon, puis qui te lance sur la prochaine truc. Puis... Et le gars, lui, il finit comme un... Tu sais, il dit, allez, c'est bon, je vais aller boire ma bière. Vous allez bien gober l'histoire que c'est toujours la même journée. Puis ça s'arrête là, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à comprendre. Non, là, ça me fait de la peine. Ben, allez écouter Inside Man. Ouais. Puis, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé. Diffusé où exactement? C'est sur Netflix. Parfait. Puis, peut-être que BBC One, ils ont peut-être une plateforme, là, je sais pas, c'est vraiment la BBC, mais britannique. Ici, ça serait Netflix Canada. Oui, potentiellement sur BritBox. Potentiellement. BBC, tu vas avoir le bel accent d'origine. Je pense pas qu'ils ont changé l'accent. Je pense pas qu'ils aient changé. Ils n'ont pas l'accent vraiment british. Tu l'écoutes en anglais? Sexy Vicar.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, Tu vois, ça m'est pas c'est sûr rentré que dans la tête. Ouais. peut-être que tu te rappelles plus de la version du bout qui se passe aux États-Unis, parce que la moitié de Peut-être l'histoire que je l'ai est- écouté, Ah, peut-être peut-être. que je l'ai écouté en français aussi. Ah, mais non! C'est pour ça que c'était pas bon. C'est peut-être Les ça. choses traduites, c'est jamais super. Oui, mais je fais travailler nos artisans, tu sais, les francophones, doubleurs, ouais, les les- doubleurs francophones. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Mais c'était ça, mon petit joli je joue, je regarde. Ben. J'espère que je vous aurai inspiré. Ben, moi, je trouve ça très inspirant, Martine. Merci beaucoup pour ta chronique. Ça me fait plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Alors, ça termine cet épisode des Geekettes numéro 105. C'est tout ça, Martine? 105, ma belle Fanny. Ben, merci. Écoute, encore une fois, Monsieur Stéphane Berthomé, merci de votre présence. Mais merci à vous, c'était vraiment un super bon moment. Il faisait un peu une chaleur Très saharienne. chaud dans le studio. Mais oui, c'est pas de votre faute, hein, c'est la météo. Oui. C'était vraiment super. J'ai vraiment passé un très beau moment. Merci beaucoup. Merci. Technicien François, merci de ton aide. Je rappelle au Patreon, donnez généreusement, vous aurez probablement la chance de participer à un épisode un jour. Puis Peut-être, on commence peut-être. à aimer ça, avoir un technicien. C'est vraiment hot. François nous regarde. Pas sûr. Ben, je sais pas, là, je me sens mal, je veux pas voler votre truc, là. Parfait. Ben, je vais rappeler les Geekettes. On peut nous suivre sur nos plateformes de réseaux sociaux. Facebook, Instagram, c'est les principales plateformes. En ce moment, on a un site web geekette.ca. On a aussi un Patreon. On l'a mentionné plusieurs fois. Si vous aimez le show, partagez le show. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Ça nous aide énormément. Faites juste partager l'épisode en général. Ça nous aide à contrer tous les algorithmes de ce monde sur les réseaux sociaux. Écoute, ça termine l'épisode. Alors, on va dire... As-tu quelque chose à rajouter, Martine? Ben non, je pense Non? que c'était assez complet. Mais parfait. Ah, mais peut-être, Ouais, vas-y. ouais, si vous voulez Hein? nous envoyer vos nouvelles, là, on a toujours Oui. notre Gmail que vous pouvez nous envoyer vos nouvelles à vie-de-geekette avec un S à commercial-gmail.com. Ben, merci beaucoup, Martine. Alors, on va dire au revoir à tout le monde. Ciao! Bye bye! La vie secrète des Geekettes.